There are two ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. We're alligator. You'll be grown before that tree is tall. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things that only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong. Be your own man. Father, Mother, always you wrestle inside me. Always you will. Someday we'll fall down and weep. And we'll understand it all. All things. Guide us to the end of time. Unless you love, your life will flash by. Je vérifie toujours si c'est bien parti parce que j'ai eu des soucis déjà, voilà. Oui, bien sûr. Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, ça y est, c'est bientôt la rentrée et la chaîne repart plus que jamais. Et puis aujourd'hui, j'ai voulu revenir plutôt sur un film plus ancien. Un film qui, pour moi, est important dans mon histoire de ma petite vie de cinéphile. Mais j'ai pas voulu être seule pour en parler parce que c'est un film complexe qui dévisse pas mal et que j'ai voulu choisir une personne pour en parler et essayer de peut-être me donner une seconde chance si vous l'avez pas aimé et de la revoir avec un œil différent. Merci beaucoup les crédits et merci d'être là. Bah, merci Peggy pour l'invitation. Ça fait très plaisir. Ça fait c'est la deuxième fois que longtemps tu qu'on viens. devait faire une vidéo ensemble. On a eu l'occasion de se voir avec Cédric. Et, tout à fait. C'est vrai que ouais, pardon. C'est vrai que ça coupe un peu chez toi, du coup, je n'entends pas tout à fait tout ce que tu dis. J'espère que ça va pas trop. Attends. Ouais. Est-ce que c'est un problème de connexion ou est-ce que c'est un problème juste de son? On va non, plus de connexion. Ça sature un peu ce que tu dis. Alors, c'est étonnant parce que je suis connecté, a priori. Ouais. Bon, j'espère que ça va s'arranger. Toujours le problème direct. Ouais. Toujours le problème, oui. De ton côté, tu m'entends bien et tout, il n'y a pas de souci. Ah oui, il n'y a aucun problème. D'accord, super. Donc, oui, donc comme je disais, tu es déjà venu sur la chaîne, tu étais venu pour le live sur Leonardo DiCaprio avec, comme on disait, l'ami Cédric, et ça a été un très très bon moment. Et du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin avec toi, et du coup, je voulais avoir ton ressenti envers ce réalisateur, Terrence Malick, voilà, qui est un réalisateur qui divise beaucoup, il est à la fois beaucoup aimé, comme il peut être aussi à la fois détesté. Et c'est vrai que The Speed of Love, pour moi, c'est vraiment une œuvre importante dans ma vie en tant que cinéphile. Et donc voilà, je voulais aussi avoir un regard extérieur. Et du coup, déjà, ton rapport avec Terrence Malick d'Escali. En réalité, je pense que on va être vraiment très clair tout de suite. Moi, j'ai eu l'occasion, je pense que tu le sais, et j'imagine que c'est aussi pour ça que tu m'avais demandé de t'accompagner aujourd'hui. J'ai eu l'occasion d'enregistrer une émission vraiment massive avec Pam sur Night of Cups, qui est encore aujourd'hui, sinon mon film préféré, au moins un des 2-3 films les plus importants de ma vie. Et j'avais dit à Pam qu'on a fait une émission de 3h30 quand même dessus, que quelque part on s'était pas arrêté du tout à Night of Cups, parce que j'avais parlé de Malick en général, de ses rapports
à la fois à des courants spirituels, à des philosophes ou des philosophies, à globalement une esthétique qui a évolué à travers son œuvre, etc. Et en fait, bon, mon rapport à Malik, il est très clair dans tout cet échange-là. Aujourd'hui, je vais essayer de basculer sur d'autres sujets, de parler, de se focaliser sur Tree of Life, ce qui n'est pas le même exercice, parce que j'ai pas du tout le même rapport à Tree of Life qu'à Knight of Cups. Et puis continuer de parler de Malik, qui, bah, tu t'en doutes, et de toute façon, c'est connu des copains et des personnes qui nous écoutent en général. Bon, moi, c'est un de mes 2-3 pareils cinéastes clés, en fait. J'ai longtemps bagarré pour savoir si je mettais tout en haut de l'Olympe David Lynch ou Malik. Et puis, en fait, j'ai tranché et ce sera Vera Stakul. Du coup, bon, voilà, c'est une triade. Mais ça va être très intéressant de plonger dedans parce que Malik... j'ai un rapport qui a évolué vis-à-vis de lui parce que bah, ma cinéphilie, elle a évolué sur ces quelques derniers mois. Et en plus, là, ça fait un moment que j'ai pas enregistré une émission sur un film. La dernière fois, c'était avec Samir sur Hong Sang-soo. Et donc c'est intéressant parce qu'en ce moment, là, sur cet été, il y a eu, on en parlait juste avant, il y a eu le festival de cinéma à La Rochelle qui a pas mal fait brasser de relations et puis d'autres rapports au cinéma, rapports de travail, d'association, etc. Et en fait, mon rapport au film en tant que cinéphile, il a vraiment évolué vers une accalmie, quoi. C'est-à-dire que je continue de regarder, mais ça m'obsède moins en ce moment. Et du coup, c'est intéressant. C'est intéressant de se retrouver aujourd'hui et puis de voir comment la machine se relance sur un film aussi beau et aussi complexe. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on n'est jamais acquis, hein, on évolue tout le temps, hein. Il y a des réalisateurs qu'on aime moins et pourtant on a adoré durant notre enfance, adolescence, et à l'inverse de ça, des réalisateurs qu'on n'a pas aimés quand on était enfant et qu'aujourd'hui, avec notre regard adulte, justement, on arrive à comprendre mieux aussi leur cinéma. Et des fois, ça nous fait comprendre, du coup, leur cinéma. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Terrence Malick, à travers ses films... Alors moi, je suis pas une grande fan de Terrence Malick. C'est peut-être pour ça aussi que il divise beaucoup parce qu'on sent qu'il y a des œuvres peut-être un peu plus grand public et puis d'autres pour vraiment des cinéphiles, comme je pense justement à la trilogie qu'il a fait après avec donc le film précédent que tu parlais. J'oublie toujours son titre, tu peux le rappeler. Le Chevalier de Coupe, Knight of Cups. Voilà, exactement. Et c'est vrai que voilà, c'est vrai que c'est ça qui est piégeant avec un réalisateur quand il a une grosse personnalité telle que Terrence Malick. C'est qu'au bout d'un moment, on peut s'en lasser. Moi, c'est ce que ça me faisait, par exemple, dans ma jeunesse avec Martin Scorsese. On s'aperçoit que certains ont une très grosse personnalité et puis ils évoquent toujours les mêmes thèmes. Et c'est vrai que c'est ce qu'on ressent beaucoup aussi dans La Ligne rouge, par exemple, où c'est aussi déjà le thème sur la vie face à la violence, face aux autres, comment on peut essayer de gérer ça. Et c'est vrai que le Sea of Love, il m'a fallu du vécu pour le comprendre. Je n'ai pas réussi à le ressentir de suite. Je l'ai compris 5 ans plus tard, quand je suis devenue tata pour la première fois et que j'ai touché la main d'un tout petit enfant et que là, j'ai revu un passage très fort de l'enfance du film que je me disais là, ah oui, d'accord, là, j'ai compris. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des films qui font ça. C'est tant que tu n'as pas du vécu, ils sont très difficiles à comprendre. Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, en tant que spectateur, des fois. Ça me le fait de plus en plus, c'est-à-dire que moi je l'ai explicité déjà plusieurs fois à l'occasion de plusieurs émissions, plusieurs échanges, mais moi la cinéphilie ça a d'abord été une obsession de boulimie, de recherche vraiment de lecture, de recherche historique, universitaire. C'est devenu universitaire avec le temps, mais même quand j'étais enfant ado, enfin je veux dire à 10-12 ans, j'étais déjà plongé dans tout un tas de lectures et puis voilà d'exploration pour cartographier. Voilà, j'ai écrit dessus. Enfin c'est vraiment, j'y reviens tout le temps, la cartographie, et j'avais un rapport très cinéphilique au cinéma, quoi. C'est vraiment, c'était concentré dans un bocal, dans un écosystème qui tournait sur lui-même. Et puis plus la vie avance et plus en fait
il y a un moment où on réalise vraiment dans le réel, dans quelle mesure est-ce que le cinéma, eh bien, imprime, impacte, ou au contraire, nous en éloigne, et dans quelle mesure est-ce que c'est sain, c'est moins sain, ça fait du bien, c'est intoxifiant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et en fait, aujourd'hui, j'ai de plus en plus un rapport, comme je le disais à l'instant par rapport au festival, quoi, c'est-à-dire de plus en plus un rapport, oui, matérialiste. Je dirais, que j'ai envie de parler du travail qu'il y a derrière, j'ai envie de parler, de bon, je dis ça pas pour aujourd'hui, là, évidemment, Ouais. l'idée, c'est justement de faire le travail inverse, c'est d'analyser, c'est de rentrer dans un exercice cinéphilique. Mais le rapport à Malik et à ce film-là en particulier, mais à toute son œuvre, il est évident qu'il est particulier dans la mesure où, je vais reprendre la même métaphore que je prends à chaque fois, mais c'est que quand je sors d'un film de Malik, alors là, c'est vraiment, n'importe lequel. Pour moi, ils sont tous, exceptionnels, de Badlands à Hidden Life. Ils me font tous cet effet-là que je sois en salle, ou chez moi. En fait, si je sors derrière, qu'on soit en pleine nuit, en soirée, en après-midi, en fait, je ne vois pas le monde de la même manière pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, enfin, mon regard se réacclimate, mais c'est des films qui transforment déjà physiquement, le regard qu'on pose sur le monde, parce que, heu, on a souvent attaqué Malik sur le côté iconique et sur la façon dont il pouvait être, déférent d'une forme d'héritage catho, et très élégiaque dans, les symboles qu'il convoque, et en fait, moi, je crois que c'est des films beaucoup plus physiques, beaucoup plus, là aussi, autour de la matière, et que, quelque part, ce rapport avec l'espace, avec, ce qui est capturé, avec la lumière évidemment, eh bien, ça a un effet physique sur nos yeux. Alors ça, c'est pour le côté vraiment, direct, corporel. Mmh. Et puis au-delà de ça, bah, évidemment, les films de Malick, ils mettent dans un état ensuite, qui là est au-delà du corps, qui vient du corps, mais qui est plus méditatif, qui est plus, disons, l'impact qu'il a au niveau, émotionnel, intellectuel, spirituel. Et là, c'est indéniable que, qu'on soit comment, qu'on se laisse imprégner, ou au contraire, qu'il y ait une réaction de rejet, c'est je connais assez peu de personnes qui ont un rapport de neutralité à Malik. C'est ce que tu disais, c'est que, Mmh. dans celui-là en particulier, parce qu'il a beaucoup, fait parler de lui, il arrive à un Ouais. stade de sa carrière qui est particulier, on va en reparler, mais c'est vrai pour tous ses films. On revient toujours sur les mêmes questions et les mêmes problèmes avec Malik. Mmh. C'est, qu'est-ce qu'il cherche à dire? Quelle réponse il prétend apporter? Tout ça, pour moi, c'est des mauvaises questions, et je pense Ouais. que c'est pas du tout la bonne façon d'aborder son travail, mais oui, il est évident que Malik clive, et s'il clive, bah, c'est parce que en fait, c'est la preuve qu'il y a un rapport entre notre vie réelle et ce que les films procurent. Ouais. Ouais, c'est fou parce que du coup, son prochain film qui va être sur la vie de Jésus, il va faire beaucoup parler de lui alors. Si déjà Bien sûr, on ce sera, bah oui. ça va être hyper intéressant de voir la réaction des gens. Et puis ça va, ben non, mais bien sûr, et puis de toute façon, c'est de la même manière que tu vois, tu citais Scorsese, et il va faire aussi son film sur Jésus. Ouais, Et quelque part, en fait, c'est intéressant parce que tu as plein de façons d'aborder la bien sûr. question, de qu'est-ce que c'est refaire un film sur le Christ aujourd'hui? Mmh. Dans la mesure où, alors moi j'ai bataillé avec, le Pasolini, avec, l'Évangile selon saint Matthieu, et puis, cette année, là, il y a quelques mois, j'ai eu littéralement, hein, la révélation, de ce film-là, où en fait je sais pas, c'est très compliqué, puis on va pas en parler maintenant, mais Ouais. la façon dont j'ai réorienté mon regard dessus m'a permis de saisir en fait l'extraordinaire, force, du film, qui est atemporel. Je veux dire, Mmh. c'est un film qui est au-delà de Pasolini, et au-delà du cinéma, italien de l'époque, au-delà de tout ce qu'on peut catégoriser. Et je me dis, on peut difficilement faire un film plus, enfin, bien sûr, dans ma grille de lecture et ma vision, hein, plus définitif sur l'Évangile et sur la vie de Jésus. Maintenant, je suis profondément intéressé de voir comment est-ce que Scorsese, qui lui
joue énormément sur limite une tradition presque plus judéo que chrétienne, sur le côté très culpabilisateur, très c'est ça aussi le sel de son cinéma, Scorsese, c'est de jouer sur ton regard voyeuriste et sur comment est-ce que tu vas prendre du plaisir au contact du mal, alors que Malick, il fait l'inverse. Lui, il va plutôt utiliser le mal et la souffrance, en particulier dans Tree of Life, comme moteur pour transcender quelque chose en toi. Une émancipation, en fait, hein, c'est ça qui est dur à accepter, c'est une émancipation. Comment on voit des personnages vont évoluer à travers en fait, cette acceptation effectivement de la croyance et puis eux se l'approprier, comment voir les choses. Moi, c'est justement ce que j'aime, c'est que justement ils laissent le choix de soit vouloir tout de suite y croire par la croyance telle qu'on la connaît comme la religion, etc., ou par le côté philosophique. Alors, pour moi, ce film est vraiment en contraire très littéraire, très philosophique. C'est ce que j'aime avec ce film. C'est vraiment une ode à la vie et puis au deuil, parce qu'on va en parler, mais il y a quand même plusieurs deuils dans ce film, c'est aussi la force de ce film. C'est ça, ça peut être intéressant de retracer un petit peu le cadre du film, ce qu'il est, comment il a été conçu, et puis ce qu'il raconte. Tu veux te lancer ou tu veux que je le fasse? Vas-y, c'est comme ça. Moi, je suis pas très douée pour faire les résumés des films, donc si tu te sens écoute, vas-y. Écoute, avec plaisir. Si tu veux. Moi, je pense que ce qui est important à rappeler, c'est que d'abord, Tree of Life, c'est un film que Malick veut faire depuis les années 70. Et c'est important de rappeler qui est Malick à ce titre-là. C'est donc évidemment un cinéaste américain, qui a démarré avec Badlands, son premier film en 74, je crois, si je me souviens bien, et qui a continué avec les Moissons du ciel, donc en 79, et puis qui a eu cette fameuse interruption pendant 20 ans jusqu'à La ligne rouge en 99. Mais dans les années 70, il avait déjà tout un ensemble de projets et de films en tête, et il avait déjà à ce moment-là donc traduit Heidegger, il avait enseigné la philosophie, il avait fait des études en philosophie, et ensuite pendant 20 ans, il s'est consacré à tout un ensemble d'autres activités, notamment de la philo, autre que le cinéma, je veux dire, et son retour avec La ligne rouge a lancé en fait une libération complète de sa forme, qui s'est faite en 2 temps. Il y a eu donc La ligne rouge et Le Nouveau Monde, qui ont été 2 films cousins qui ont fait évoluer sa forme vers quelque chose de plus, je dirais, déjà la caméra est beaucoup plus aérienne que dans ces 2 premiers films. Ça, Emmanuel Lubezki, on va en parler. Et voilà. Et l'apport de Lubezki est fondamental. Lubezki, donc son chef opérateur, qui pour Le Nouveau Monde, en fait, instaure déjà une nouvelle esthétique qui va trouver son accomplissement dans Tree of Life, puisque Tree of Life, qui est donc le 5e film de Malick en 2011, donc 6 ans après Le Nouveau Monde, déjà qu'il y avait eu aussi 6 ans entre La ligne rouge et Le Nouveau Monde. Donc c'est vraiment un cinéaste qui a pris son temps jusque-là. Et à partir de Tree of Life, il y a une fracture formelle où vraiment le numérique ouvre des possibilités à Malick vraiment nouvelles, quoi. C'est-à-dire qu'il maîtrise son outil, et puis Lubezki maintenant va travailler avec lui ensuite sur des films qui vont être de plus en plus récurrents. Enfin, je veux dire, l'espacement entre les films est de plus en plus court, puisque donc To the Wonder à la merveille sort 2 ans après, en 2013, Night of Cups en 2015, à nouveau 2 ans après, puis Song to Song 2016 ou 2017, je sais plus, jusqu'à Hidden Life en 2019, je crois. Et là, ça fait à nouveau 5 ans qu'on attend. Donc c'est la première, c'est limite, c'est redevenu inhabituel d'attendre autant un nouveau film de Malick. Et donc ce sera ce fameux film sur le Christ. Bon. Mais alors pourquoi Tree of Life, donc avant de parler de ce que ça raconte, est fondamental, c'est que je crois que c'était François Bégodeau qui le disait dans sa gêne sur Une vie cachée, sur Hidden Life, c'est que Tree of Life, c'est un film où Malick trouve sa forme, ce qui est quand même rare. C'est rare de rencontrer un cinéaste qui trouve sa forme. Il y a des cinéastes qui peuvent voyager dans leur œuvre sans jamais vraiment trouver une forme qui leur est spécifique, quoi. Et qui vont tester, mais qui vont peut-être
déployer des esthétiques, mais vraiment quelque chose d'aussi radical, quelque chose d'aussi identifiable. Je pense à voilà, des cinéastes comme De Palma, des cinéastes comme, je sais pas, aujourd'hui, ouais, même s'il la constitue, mais Tarantino, il a trouvé une esthétique à lui. Il y a, voilà, il y a des cinéastes, c'est rare. Bon, là, je prends que des cas américains, il y en a évidemment. Je veux dire, si je pense à Wang Bing, tu vois, le premier qui me vient, évidemment, Wang Bing avec À l'Ouest des Rails, il invente une esthétique. Bon. Ce qui est clair, c'est que voilà, Malick, il a trouvé la sienne avec Tree of Life. Ce que je précisais pendant l'émission avec Pam sur Night of Cups, c'est qu'à mon sens, la réalité, c'est que c'est plutôt à la merveille où vraiment il va déployer sa forme encore plus profondément, parce que Tree of Life reste encore narratif. C'est-à-dire qu'il y a encore des parties très scindées, très claires, avec trois époques. Ce fameux moment au milieu de pure exploration esthétique et formelle sur la naissance de l'univers, et puis les quelques premiers millions d'années après l'apparition de Big Bang, et puis un épilogue dont on reparlera évidemment. Mais donc, pour y venir, donc à ce fameux résumé, on a donc 3 époques qui sont évidemment pas présentées de façon chronologique, mais je vais le dire pour que la structure soit claire. Donc on suit la famille O'Brien, si je ne me trompe pas de nom, avec donc Brad Pitt dans le rôle du père, Jessica Chastain dans le rôle de la mère, et le rôle des enfants, j'ai oublié, je sais qu'un des 3 est joué par 3 fils, donc un des 3 par Ty Sheridan. Et puis celui qu'on suit en particulier, c'est Jack. Bon. Et Jack, donc c'est l'aîné, qu'on va suivre sur son enfance, vraiment de sa naissance jusqu'à son adolescence. Hein. Je veux dire, je pense qu'il a à peu près 12-13 ans dans la majorité de ce segment-là. Et puis arrive à la fin des années 60, une deuxième partie, donc c'est par elle qu'on commence dans le film, où Jessica Chastain reçoit un message qui lui dit que son fils, donc le deuxième, si je ne me trompe pas, est décédé à l'âge de 19 ans. Et le deuil que ça entraîne va être illustré dans cette deuxième partie. Et ça amène dans une troisième partie où on va suivre Sean Penn, qui est donc Jack adulte, qui là aussi est poursuivi par le deuil de son petit frère et qui est perdu dans une espèce de modernité tout à fait comme Malick la représentera urbaine dans Night of Cups, qui a un contrepoint esthétique par rapport aux années 50 et 60 dans lesquelles se situent les deux autres parties. Voilà. Ça, c'est pour le schéma très général. Voilà. Après, le temps que je cherche le nom de l'acteur, je te laisse rebondir sur ce que tu veux. Moi, ce que j'avais en plus appris sur le film, c'est ça qui est aussi très fort, c'est qu'en fait, Malick a voulu surtout que des acteurs s'approprient le film. C'est-à-dire qu'en fait, apparemment, la voix off, alors je ne sais plus si c'est dans des commentaires audio que j'ai entendu ça, mais par exemple, la voix off, c'est que c'est pas des scénarios écrits, c'est eux qui trouvent les mots pour exprimer. Je pense qu'il a quand même dû donner des mots-clés pour qu'ils puissent les incruster dedans, comme la vie, la terre, la religion. Mais c'est eux qui improvisent. Voilà, chercher le mot, c'est eux qui improvisent complètement en voix off. Et c'est ça qui est absolument génial et qui est très osé, parce que c'est vrai que soit ça passe, soit ça marche pas. Et c'est ça qui est étonnant, parce que les acteurs, même pourtant, l'avouent bien des années plus tard qu'ils n'avaient pas compris le sens de ce film. C'est vrai que des fois, ça se ressent un peu, surtout chez Sean Penn, on le sent un peu paumé quand même au milieu de ce film. Alors, est-ce que c'est pour rajouter justement avec son personnage? C'est vrai qu'il est aussi beaucoup en perdition dans ce film. Ouais, il est vraiment en perdition dans ce film. C'est toutes ces questions-là, comment il est arrivé dans cette vie, pourquoi lui, il a été choisi. Et puis quand il devient adulte aussi, où finalement ces questions ne changent pas, parce que ça y est, il est adulte et il s'est incrusté dans la vie de l'adulte, et finalement ces questions lui reviennent toujours, parce que oui, il y a ce nouveau, malheureusement, deuil qui va arriver, qui va lui faire rappeler ce qui s'est déjà passé dans son enfance, et du coup on s'aperçoit que c'est un cercle vicieux qui peut revenir malheureusement dans une même famille, et c'est ça un peu qui détruit en fait
l'amour de cette famille, et c'est ça qui est très, très dur, et c'est ça pourtant que veut Malik apporter dans ce film, c'est mine de rien toujours croire en espoir. Même si c'est très difficile, mais il veut toujours quand même amener un fond d'espoir dans cette ode au deuil, en fait. C'est une forme de lecture, et c'est vrai que quelque part, ça me paraît être assez... c'est la lecture générale qu'on peut faire du film, que oui, l'espoir comme horizon permet en fait de transformer la souffrance, de rester en vie, de continuer d'être en quête de sens. Mais je crois que c'est intéressant de vraiment revenir sur... si on commence à parler un petit peu de ce que le film raconte, parce que là, sur le niveau narratif, bon, les 3 parties sont très claires. Après, pour ceux qui l'ont vu et pour celles et ceux qui l'ont pas vu, on assiste à beaucoup de scènes de vie, des scènes de quotidienneté, des déambulations, des jeux dans le jardin, des scènes qui paraissent parfaitement anodines, mais qui, en fait, mêlées à la voix off que tu soulignais, eh bien, laissent planer, en fait, tout un... Je dirais pas un discours, parce que, encore une fois, moi, je crois pas que Malik tienne un discours particulier, mais plus un rapport à la vie en général, quoi. Un rapport existentiel. Une appellation, quoi. Une à des appellation, questionnements. ouais. Une appellation, quoi. Enfin, vraiment... Bah, un appel à quelque chose de plus grand, ouais, tout à fait. Ouais. Et qu'en fait, c'est important ce point-là sur la voix off. Dans le scénario, en préambule, il me semble, il précise que le I, le jeu, qui est convoqué par les acteurs et qui effectivement parle à bâton rompu et de façon improvisée, est un jeu que le spectateur ou la spectatrice peut parfaitement s'approprier. C'est comme ça qu'il a pensé sa voix off. Donc dès que on entend la voix de Brad Pitt, de Chastain, de Sean Penn ou autre, eh bien, en fait, c'est parfaitement... on peut intérioriser, si tu veux, les questionnements qui sont présentés. Et c'est d'autant plus intéressant de plonger, enfin de creuser cette question, parce que j'ai pas mal travaillé dernièrement sur tout un tas de philosophes différents, mais en particulier sur Kant. Et une des phrases, j'écoutais un cours de Deleuze sur lui, et une des phrases que Deleuze pointe pour illustrer en fait un des principes fondamentaux chez Kant, c'est la phrase de Rimbaud, je est un autre. Et le je est un autre, c'est-à-dire ce que moi je suis en tant qu'essence n'est pas le je, J-E, que j'invoque dans mon rapport aux autres et dans mon rapport au monde. Et l'écart qu'il y a d'observation entre ce que Leibniz appelle une monade, ou ce que d'autres spiritualités pourraient appeler une âme, le rapport entre l'âme et l'ego, le je de mon masque en fait social, ma persona, eh bien, c'est dans cet écart que se situent et que fluctuent toutes les questions existentielles en fait que précisément Malik explore. Et je crois que le fait que ce jeu J-E de la voix off, il soit pas assimilable en fait à un personnage particulier, mais qu'il soit partagé, qu'en fait c'est aussi bien toi que moi qu'un autre, que le personnage effectivement du film, ça touche, enfin en tout cas ça mène le film vers une forme d'universalité. Et en tout cas d'universalité des questions pas seulement qu'il soulève, mais qu'on lui pose à lui aussi. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut suivre les films de Malik, et qu'en fait c'est plus intéressant d'imaginer les questions que Malik s'est posées et qu'en fait le film ne fait que transmettre, mais que ce sont des questions que nous avons déjà en nous, plutôt que de croire que le film serait un objet disons autoritaire ou vertical qui poserait des questions. C'est pas ça. Je pense que le film, il est là comme un compagnon, et que, pour reprendre un peu l'idée que tu développais plus tôt, que quelque part, il est un pur miroir. Voilà. Et que les questions qu'on se pose, en fait, à la lettre, tous les êtres humains, soit se les posent, soit les ont en eux ou en elles, et ont peut-être oublié de se les poser.
Ouais, on n'ose pas, hein, tout simplement aussi, hein. Moi, pendant très longtemps, j'ai jamais osé me poser ces questions-là. C'est c'est beaucoup d'ailleurs Mali qui m'a fait ouvrir, les yeux et effectivement, de respecter aussi finalement, la vision et la religion des autres, même si toi, tu es potentiellement athée, mais il faut comprendre que non, pour certaines personnes, c'est important et c'est ce qui les construit en fait dans la vie. C'est surtout ça aussi que je pense C'est vrai, c'est qu'il vrai. va raconter dans ce film. Et c'est vrai qu'on peut aussi raconter la vie sociale de cette famille, donc de père, plutôt autoritaire, interprété par, Brad Pitt, qui essaye de vouloir tout gérer, qui est assez agressif, même envers, ses enfants, parce qu'il en perd complètement, le contrôle, plus la mère qui doit rester à la maison et qui doit s'occuper de tout et en particulier des enfants. Donc, forcément, quand ça se retrouve en famille, ben, il y a, ça se passe pas très bien, surtout, au temps des repas. On sent de la tension quand même, on sent que voilà, que les gamins sont déjà sous la pression, parce qu'à ce que leur père veut qu'ils réussissent, en fait, c'est ça qui est terrible dans cette famille, c'est que bien sûr qu'ils veulent leur bien de leurs enfants, mais ils ne savent pas l'exprimer ou alors qu'à travers l'agressivité, parce qu'ils ont peur en fait pour l'avenir de leurs enfants, parce Ouais. qu'eux-mêmes en fait ont peur. Et donc du coup, il y a tout cette bataille-là entre les sentiments des parents, les émotions des parents, et qui en fait se transmet sur les enfants, et c'est ça qui est assez terrible Bien dans sûr. cette famille. Ah bah ça c'est toute la dimension directement émotionnelle, je veux dire au sens relationnel du terme. Je veux dire les rapports de force qu'il y a entre les parents, entre la figure masculine du père et féminine de la mère. Le fait qu'on soit dans un schéma de famille nucléaire vraiment classique, hein, père, mère, enfant, et tout ce que ça suppose en fait comme effectivement comme charge sociale, comme héritage à ce moment-là, dans les années 50, dans une après-guerre où l'Amérique essaye pas de se reconstruire, mais de prolonger l'élan qui a été le sien ou la sienne plutôt, enfin non le sien, après la victoire de 45. Et c'est très très intéressant de voir comment l'obsession en fait de cette période-là ressurgit récemment là, avec Oppenheimer, sur l'atomique en général. Et puis, alors là, d'un point de vue plus personnel, mais on parlait de Scorsese, moi hier j'ai eu l'occasion de revoir New York, qui est aussi un film qui se situe dans l'après-guerre, et où on voit toute la fragilité en fait avec laquelle l'Amérique a dû conjuguer, et comment est-ce que ça a un impact direct sur les structures évidemment, hein, ont un impact direct sur les rapports entre les corps, entre les humains, bon, et dans des cadres très différents, quoi. Je veux dire, dans New York, on est clairement dans un cadre déjà urbain, alors que dans Tree of Life, c'est rural. Et puis dans New York, on a des profonds individualistes qui se cherchent dans le star system, et puis dans des paillettes, bon, ce qu'on peut imaginer comme contexte dans le Broadway de l'époque, et puis tous les rêves brisés que ça suppose. Alors que Tree of Life cherche à faire l'inverse, une structure aussi collective que possible, mais où en fait l'individualisme ressurgit, d'autant plus qu'on compresse et qu'on contraint les corps. Et ça, c'est vrai que la façon dont c'est représenté dans toute la première partie, enfin disons chronologiquement la partie où on suit l'enfance de Jack et de ses frères, oui, ça c'est la partie, je dirais, la plus alors c'est vraiment pas du tout le terme, mais on va dire la plus documentaire, la plus Je trouve donc qu'il plus ressemble à un naturaliste, documentaire. tu vois? Ouais, je trouve qu'il ressemble à un documentaire. Ça C'est ça qui est ça fort, peut y en fait. ressembler, mais Ouais, en fait, là où quand même esthétiquement il y a un écart entre le documentaire oui, quand même. et le film, c'est que mais c'est un écart ténu. C'est-à-dire qu'on voit, enfin la technique de Malick, elle est connue, c'est la même chez Keshish, et c'est la même là récemment qu'on a eu dans le Pacifiction d'Albert Serra, c'est que Malick laisse la caméra tourner et se balade dans l'espace avec donc
une caméra portée, hein, et capture en fait tout un tas de micro-moments. Et puis, c'est pour ça que je dis que dans La Merveille, il va vraiment pousser encore plus cette forme, c'est qu'il va réduire au minimum la partie narrative pour arriver dans un espèce de cinéma d'éclat, où les plans sont de plus en plus courts et en fait la mélodie se crée dans un magma d'images. Dans Tree of Life, c'est en germe, mais c'est pas complètement accompli, parce que c'était pas la forme adaptée à cet objet-là. Mais en tout cas, voilà, c'est documentaire dans la mesure où tout film est le documentaire de son propre tournage. C'était Godard qui disait ça. Et c'est vrai, bon, quelque part, quand on voit Tree of Life, on ressent physiquement voilà, ce que c'est d'être sur ce plateau où en fait Malick et Lubezki laissent complètement les acteurs se balader et puis capturent des instants. Moi, il y a des moments où il y a un bébé, le Jack bébé qui joue avec un papillon. Bon, c'est des choses qui peuvent pas être prévues. Voilà, ça arrive sur le plateau et c'est le luxe dans lequel en fait travaille Malick, quoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que c'est plus proche d'une forme de naturalisme ou réalisme. Bon, là aussi, il y a des nuances qui sont très, très importantes à différencier, mais disons que c'est plus proche d'une capture du réel qu'évidemment la séquence à laquelle on peut venir et à partir de laquelle on pourra ensuite reparler à nouveau d'analyse, disons, de ce que le film peut raconter, qui est celle de la création de l'univers et qui est cette espèce d'intermède de vingtaine, quinzaine, vingtaine de minutes, peut-être un peu moins, mais où, voilà, en plein milieu donc d'une déambulation de Jessica Chastain qui médite, qui embrasse son deuil et sa mélancolie, et puis la caméra en fait s'élève vers un groupe d'oiseaux, et il y a un cut qui mène à d'un coup cette séquence complètement hallucinée qu'on dirait sortie de 2001 de Kubrick, quoi, vraiment. Bon. Et qui ramène au premier plan du film. Parce que je pense qu'avant de rentrer dedans, c'est important de le resituer. Le tout premier plan du film, c'est vraiment une apparition d'une pure forme lumineuse à laquelle on peut associer à peu près tout ce qui nous paraît être parlant, que ce soit Dieu, que ce soit une force métaphysique pure, que ce soit l'âme, bon, que sais-je, et qui amène à voilà la disjonction que propose le personnage de Chastain, et donc que propose Malick, entre la voie de la nature et la voie de la grâce. Voilà. Alors là, on va pouvoir plonger dedans. Mais sur cette séquence et sur ces points généraux, toi, comment tu l'as vécu, comment ça t'habite ou pas? Et justement, là aussi, moi, j'aimerais te renvoyer la question du rapport que tu as à Malick, parce que voilà, là, on rentre vraiment dans le cœur du truc. Carrément. Alors Malick, c'est vrai que du coup, alors j'arrive pas à dire que je suis fan du réalisateur, parce que justement, comme je te disais tout à l'heure, voilà, avec ces répétitions de même scène, finalement, ça m'a un peu fait ressortir finalement vraiment de mon amour envers Malick. C'est pour ça que je dis, surtout, j'aime le film The Tree of Life. J'ai arrêté de dire que j'étais fan de lui parce qu'à force de revoir ces autres films, à part Le Nouveau Monde aussi qui me parle beaucoup, je trouve effectivement c'est le miroir en fait de The Tree of Life. Mais c'est vrai qu'après voilà les autres, c'est parce que je ressens surtout des thèmes qui sont toujours les mêmes abordés, alors d'une forme différente. Mais c'est vrai que du coup, ça m'en a un peu lassé. C'est pour ça que du coup, je suis très curieuse de voir pour son prochain film. Il va peut-être réussir de s'en détacher et d'en proposer encore quelque chose de différent, en fait. Mais c'est vrai que moi, la première fois, quand je l'ai vu, The Tree of Life, ça fait quelques temps que je ne vais plus au cinéma. Je le découvre chez moi, un après-midi chez ma tante. Et je sais pas, je comprends pas ce film en fait. La première fois que je le vois, je ne comprends absolument pas. Je sais qu'il s'est passé un truc entre les images et les mots, parce que voilà, je suis encore dans mon époque aussi de la poésie, etc. Je le trouve très poétique, très philosophique, et ça c'est tout ce qui me parle à moi. Mais je n'ai absolument rien compris de ce que j'ai vu. Donc je le revois le lendemain. Je me décide de le revoir pour persévérer. Je ne comprends toujours pas. Et j'aurais mis 5 ans à le comprendre, justement, quand je suis devenue l'oncle Tata, et que j'ai revu une scène du film, et je me suis dit,
Ah oui, d'accord, c'est ça qu'il a voulu me raconter à travers son film, c'est-à-dire la naissance, d'abord de l'humain, jusqu'à la naissance de l'univers et toutes ces questions qu'on se pose entre la vie, comment on est né, pourquoi d'un seul coup est-ce que nous, on voit la lumière, justement. Et du coup, ça m'a tellement parlé et aujourd'hui, c'est mon chef-d'œuvre de tous les temps. J'ai encore regardé là 2 fois avant qu'on fasse l'émission. Donc, c'est parce que c'est un gars Ah qui a oui, réussi pour d'accord. moi à faire c'est un gars pour moi qui a réussi à faire les 2 avec ce film, c'est-à-dire de mettre la fond et la forme, tu vois, ensemble. Et à travers la beauté des images d'Emmanuel Lubezki, c'est même lui qui me fait découvrir justement le métier de directeur de la photographie, parce que je savais que j'avais déjà vu ça quelque part. Donc pendant un moment, j'ai cherché, mais où est-ce que j'ai vu ça? Et en fait, il y avait un nom qui revenait sur les films que je regardais où je trouvais que la photographie se ressemblait. Bah, c'était Emmanuel Lubezki. Et là, j'étais là, ah ouais, là j'ai compris. Et effectivement, là j'avoue, j'ai compris. C'est ça, ça m'a fait vraiment découvrir ce métier-là que je connaissais pas du tout, parce que c'est vrai que je pense on fait des raccourcis entre les métiers dans le cinéma. Bien sûr. On confond beaucoup le scénariste avec le réalisateur, le directeur de la photographie. On imagine que c'est tout le réalisateur qui fait tout. Alors, il y en a certains, oui, hein, mais c'est très rare. Par contre, c'est vrai que Malik, apparemment, c'est lui qui monte ses propres films, alors que Scorsese, non, il a toujours eu la même monteuse, Shoemaker, oui. elle soit décédée malheureusement. Mais voilà, il ne faut pas croire qu'en fait, c'est tous les réalisateurs qui font tout. Et ça, je trouve qu'on confond énormément les métiers du cinéma. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Ah bah, moi je pense qu'il faut prendre le temps de le travailler et puis c'est vrai que, quand il y a un aspect en particulier d'un film qui nous captive, et Ouais. qu'on voit une répétition, bah, je pense que la cinéphilie s'exprime aussi par là. Le fait de s'intéresser à qui s'est occupé de tel métier, tel travail. Je pense que c'est assez simple de le faire avec les compositeurs de la musique parce que Oui. là, c'est tellement détaché en fait de l'image en tant qu'objet, puisque c'est ajouté par-dessus, que oui, on voit bien que le compositeur de la musique, ça ne peut pas, ou alors de façon exceptionnelle, être le réalisateur du film. Mais déjà, il faut se poser la question de, il y a des personnes qui ont fait le film. Voilà, c'est ça que Oui. quand on est enfant, on se le réalise pas. Mais sur le chef-op, bah, bien sûr, je pense que il y a un moment où effectivement, Lubezki, il a une patte tellement particulière, que ce soit chez Malik ou chez Cuarón, Ouais. ou même dans Ali de Michael Mann. Bon, c'est très, ça transpire d'une forme de, là aussi, d'un rapport à la courte focale, d'une façon, bah, le métier de chef opérateur, quoi, de quadriller la lumière et puis de mettre en avant les corps, les objets, les éléments de décor, enfin je veux dire l'espace en général. Et oui, c'est évident que la forme de Lubezki, en fait, limite, elle est presque, c'est le cas, je trouve, dans The Revenant, elle est presque plus importante que l'apport du cinéaste, parfois. Ouais, C'est parfois. pas le cas Clairement. chez Malik, Ouais. parce que Malik a une véritable connivence entre les deux, Ouais. et Cuarón aussi, parce que Cuarón, je le dis et le réaffirme, est un très grand cinéaste, alors que chez Iñárritu, c'est variable. Moi, j'adore Birdman. Je trouve que dans Birdman, ça fonctionne très bien parce que c'est un film où Iñárritu vraiment navigue dans son cerveau, et où Keaton est super en tant qu'acteur principal. Mais dans The Revenant, je trouve que Lubezki prend presque trop de place, voilà, par Ouais, rapport ouais. à ce que le film en fait raconte réellement, quoi. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais sur le rapport que tu avais au film. Alors déjà, juste j'y pense, la monteuse de Scorsese, Thelma Schoonmaker, elle est pas décédée encore, hein. Il me semble Ah, pardon? qu'elle est toujours OK. là et qu'elle continue de travailler avec lui. Je sais pas si Tu as raison de me rectifier non, alors. justement, c'est Autant ça pour moi. qui est dingue. Non, mais OK. c'est parce que j'y pensais, mais elle a 84 ans, Schoonmaker, Ouais. et elle continue même sur Killers of the Flower Moon, elle était encore là Ouais. et elle sera là sur le prochain. Mais oui, pour revenir à ce que tu disais sur le film,
là, je comprends très bien que tu as saisi le film et il est devenu important pour toi à travers cette expérience de toi qui, en tant que tante, touche à quelque chose de métaphysique, en fait, à travers ce contact avec ton neveu ou ta nièce, je ne sais pas. Mais quelque part, ça, c'est une forme de compréhension. Et c'est intéressant parce que moi, je crois que c'est la plus profonde. Qu'en fait, ce qu'il y a de commun sur ce point que tu cites là, entre Tree of Life et Avatar, au niveau vraiment formel, c'est que c'est très, très rare de voir des films qui arrivent, ou même des scènes, des séquences en particulier, qui arrivent à retranscrire de façon quasi transparente, en fait, le souvenir, une sorte d'anamnèse, là aussi, j'y reviens souvent, le fait d'être en vie, le fait d'apparaître au monde. Et c'est vrai que dans un virage technologique hyper complexe, pour revenir à quelque chose d'absolument primordial, enfin, primitif, Cameron le fait dans la scène où Jack sort du laboratoire, il se met à courir dans son corps de Na'vi, d'Avatar, et la façon dont forcément Cameron utilise le fait que le personnage est handicapé de base et que il va retrouver des sensations corporelles que Cameron recapture à ce moment-là, même de façon artificielle. Et donc c'est tout un jeu, tout le cinéma de Cameron est là-dessus, sur le côté, la façon dont la technologie peut nous rapporter à une autre forme de réalité. Et donc toutes les questions transhumanistes et les problématiques que ça suppose. Là où Malik, lui, il est dans évidemment l'inverse. Lui, il va vraiment capturer quelque chose de commun à peu près tous les corps humains, qui est ce moment-là où on voit les petites mains, des petites mains et des petits pieds. Petites mains, voilà, l'apparition d'organes naissants, voilà, et bien sûr avec toute la forme élégiaque qu'on lui a si souvent reproché de développer. Mais qui moi me transporte profondément. Et je crois, parce que c'est ça qui... Là, on a parlé vraiment d'une compréhension physique de ça, et je pense qu'encore une fois, c'est la plus profonde parce qu'elle est au-delà des mots, elle est au-delà de l'analyse. Mais en fait, le fait justement de dépasser l'analyse et d'aller vers une forme qui est au-delà du cerveau, au-delà de l'entendement, c'est le sujet de Malik depuis toujours. Et je pense que dans Tree of Life, il y a un virage qui est très clair par rapport à ce qu'il a développé dans les films d'avant et ce qu'il développera après. Et c'est pas un hasard si sa forme, elle se trouve à ce moment-là. C'est, je crois, dans justement cette bascule entre ce qu'il appelle la voie de la grâce et la voie de la nature et la voie de la grâce. Donc, comment est-ce qu'on navigue, est-ce qu'on bascule de l'un à l'autre, et comment dirais-je, la compréhension que tu en as eue, c'est quelque part une compréhension qui appartient, il me semble, plutôt à la deuxième voie, à une voie qui est au-delà du corps, au-delà, la voie de la grâce, quoi. Alors que la voie de la nature, celle qui ramène au corps, celle qui ramène à l'intellect, je veux dire, qui lui-même est un produit du corps, eh bien, va nous faire comprendre autre chose du monde, de la vie, de nous-mêmes, de Dieu, et puis là, dans notre exercice du film. Et je crois que Tree of Life raconte ça. Raconte la façon dont, à travers le deuil, à travers la souffrance que traverse toute cette famille, eh bien, il se passe quelque chose qui était comme déjà écrit dès l'origine, et qui amène quelque part, voilà, qui amène en fait ces êtres-là vers cette dernière partie si lourdement discutée. Mais avant d'y revenir, j'enlève mes écouteurs parce qu'ils ont plus de batterie. D'accord. Tu m'entends? Ah oui. Pas du tout. Alors moi, voilà. J'entends. Ah, ça y est, voilà.
Normalement, je Là, pense j'entends. Ouais, non, c'est exactement ça. Bah, en fait, moi, en plus on apprend sur, la nature, de l'humain, on va dire, moi, j'aime la nature, en fait, surtout, quand je suis vraiment dans l'époque, nazisme, fascisme et cetera, où comment justement, voilà. Hitler a détourné en plus l'idéologie de la nature et cetera. Donc, c'est clair que ça, c'est quelque chose, moi, qui me repousse profondément et c'est pour ça que le film de effectivement Terrence Malick, Par la grâce, ça fait énormément du bien et c'est ça, c'est ce qui nous ramène à la fois dans le réel, mais dans le réel un peu, bah, philosophique, mine de rien. C'est vrai que je dis que je suis athée, mais je suis pas si sûre que ça parce que je crois quand même, l'humain, il est inférieur à l'univers. Enfin, je veux dire, quand il y a une tempête, quand il y a, c'est ça, quand il y a une tempête, et même parfois à la guerre, bah, en fait, l'humain, tout seul, il est rien, quoi, en fait. Et du coup, ça, c'est aussi ce que ramène un peu le questionnement de Malick, le rapport de l'humain, face au monde et c'est ça qui me touche profondément, dans ce film. Et c'est vrai, le côté aussi, très dur de l'enfant que du coup, en fait, ce côté, anxieux de la famille qui veulent que les parents, que leurs enfants réussissent. Ce qui est dramatique, c'est qu'ils le transmettent aussi à l'enfant. On voit vraiment finalement Jack, dans une enfance finalement, assez traumatisée par ce père qui est prêt, à taper du poing, à n'importe quel moment et qu'heureusement, il y a ses petits frères qui le défendent des fois. J'adore ce passage quand ils sont enfin j'adore, entre guillemets, quand ils sont à table et qu'il y en a un qui lui dit: «Tais-toi» et que là, ça part en vrille. Je me dis: «Oh punaise, lui, il a osé quoi». Ah, c'est des passages, mais à tellement très fort, mais c'est ça qui est assez terrible et c'est vrai que je commence à être assez d'accord, avec les gens qui commencent à remettre la question de la transmission et c'est vrai que ça, c'est toujours aussi, quelque chose qu'il faut savoir remettre en question parce que c'est clair qu'il y a des choses comme ça qui se passent dans les familles. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir, comme transmission le plus mauvais côté, en fait, de leurs parents et qu'est-ce que c'est difficile de s'émanciper et c'est vrai que c'est là aussi, Terrence Malick, par sa philosophie, essaye de poser cette question-là. Tout à fait, tout à fait. Donc Et et c'est ça qui est intéressant dans le film aussi, c'est la façon dont le portrait familial, illustre de façon très terrestre et là aussi ouais, très terre à terre, c'est ça, ouais. très caractérielle, ouais, Mmh. des rapports de force, qui quelque part, se jouent aussi à un niveau, métaphysique ou à Ouais. un niveau, microscopique. Mmh. Heu, pour, rentrer dans vraiment le fond du problème, là, ça fait déjà, 50 minutes qu'on est ensemble, mais je pense que ça peut être intéressant que moi je te donne, à ce titre-là et à la fois par rapport à la fameuse séquence, métaphysique et puis globalement à la lecture qu'on peut faire globalement du film. Et alors là, je parle bien d'une lecture, d'exégèse, donc de rapport avec d'autres formes d'écrits ou de voilà, de champs, intellectuels, et donc pas une compréhension, physique, qui là est difficile, à retranscrire. Mais je crois que, mon rapport à Tree of Life, il a évolué justement sur la question je crois, la position qu'on pense devoir, adopter ou, ne pas adopter, que ce soit par rapport à la voie de la nature, la voie de la grâce, l'athéisme, la croyance, la croyance aussi que Malik aurait une vision ou au contraire n'en aurait pas. Bon et en fait tous ces rapports-là de conflit où, on croit qu'il faut se positionner à un endroit ou un autre, Mmh. il me semble que c'est précisément ce qui empêche, de lire le film. Ce qui Mmh. empêche de vraiment, comprendre, non pas, ce qu'il, édicte, mais ce qu'il raconte au sens où, bah, il raconte, certes de façon très formelle et pas très, littéraire ou narrative, mais on est au cinéma, mais il raconte quelque chose et je crois que ce qu'il raconte, c'est, bah, précisément ces fractures, cette Mmh. façon de passer d'une vision à une autre. Et alors, moi, l'erreur d'analyse que j'ai faite pendant longtemps et qui a fait que, et encore aujourd'hui, il faudrait que je revoie à nouveau le film à ce titre avec ce que je vais développer là parce que, heu, j'ai fait exprès de pas le revoir pour l'émission parce que j'avais envie de travailler, vraiment de façon froide, Mmh. heu
et en fait, de profiter de l'émission pour travailler sur le film et un jour prochain le revoir à l'aune de ce que je développe là. En gros, l'erreur du coup d'analyse que j'ai faite, c'est de croire que c'était le film le plus strictement catho de Malick. Et je pense qu'il n'est ni, disons, empreint d'un catholicisme. Aujourd'hui, je pense l'inverse, hein, d'un catholicisme pur et dur, et qu'il est évidemment pas athée. Ça, Malick n'a jamais eu une position athée ou matérialiste pure. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que bon, Night of Cups, c'est le film qui me parle le plus de lui parce que pour le coup, ce qu'il convoque, donc en l'occurrence les actes de Thomas et le chant de la perle, c'est directement issu d'une tradition gnostique. Donc je l'avais développé chez Pam, j'y reviens pas, mais c'est vraiment une branche alternative de la tradition chrétienne. Dans Tree of Life, c'est pas à cette œuvre-là que Malick se réfère, mais c'est beaucoup plus aux questions autour du livre de Job. Autant on le verra qu'à Dostoïevski. Et donc là, on est sur des questions qui sont plus ancrées dans la culture, disons, traditionnelle de la chrétienté. Mais il pose des questions, justement. Et comme je disais, le film contient des questions lui-même qu'il ne fait que poursuivre. En l'occurrence, je pense que le fait qu'on passe d'un rapport de la nature à un rapport de la grâce et que tout au long de la vie, on ne cesse de basculer entre les deux, eh bien, ça pose la question éternelle de la théodicée, ce qu'on appelle la théodicée, donc les rationalistes que sont Leibniz et avant lui Spinoza le posaient déjà, et puis même Descartes la posait déjà, c'était si le Dieu auquel nous faisons référence, auquel nous croyons, est non seulement bon, mais aussi tout-puissant, alors comment expliquer le mal? Comment expliquer la souffrance? Comment expliquer le fait que des humains pieux, donc en l'occurrence Job, dans le livre de Job, mais aussi des nouveau-nés, ou tout simplement toutes les figures qu'on a culturellement érigées comme étant des bonnes figures, des figures saintes, comment se fait-il que le sort puisse aussi s'abattre sur elles? Comment est-ce qu'un Dieu pourrait-il être à la fois tout-puissant et bon, et pourtant laisser advenir ces éventualités? Et bien, la réponse historique de Leibniz à ça, c'est que le mal, en tant que force métaphysique, n'existe pas. Et que du fait que le mal n'existe pas, et ça c'est là aussi Spinoza qui le développe, le bien n'existe pas non plus. C'est pas dans un rapport de didactique en fait, ou dialectique pure, pas la dialectique d'Hegel, hein, la dialectique de vraiment le conflit entre le bien et le mal, et cette espèce de rapport duel entre les deux est une mauvaise lecture. C'est Platon le premier qui disait que les mauvais ou les méchants ne sont pas méchants par nature, c'est qu'ils se trompent. Ils se trompent dans la vision qu'ils ont du monde. Là aussi, c'est Deleuze qui l'illustrait et qui replaçait Platon, qui allait voir un voleur ou que sais-je, enfin, je veux dire un être qui veut faire le mal et que Platon aborde comme ça. Il lui dit alors là, c'est ça, tu veux faire le mal? Et il dit oui, je veux faire le mal, c'est ça, je veux. Et en fait, Platon lui répond, mais en fait, non, tu ne veux pas faire le mal, c'est que tu te trompes, tu crois que tu veux faire le mal, mais c'est pour un bien plus grand. C'est que ce que tu souhaites, c'est pas faire du mal, c'est obtenir quelque chose qui, toi, va te faire du bien à travers le mal que tu vas procurer. Bon, ça, c'est au niveau humain. Et c'est la façon dont les humains se trompent en permanence, parce qu'ils confondent tout. Mais Dieu, lui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est que Dieu ne fait pas du mal aux êtres humains. C'est que, et c'est ça le raisonnement de Leibniz, et je pense que c'est à ça que Tree of Life amène comme qui nous fait sentir. Je pense pas qu'il l'écrive directement, mais il nous fait sentir. C'est que ce monde est le meilleur monde possible, et dans le meilleur possible, il y a
de la diversité, il y a des êtres humains qui, de façon aléatoire et multiple, vont subir un sort. Des aveugles-nés, c'est toujours l'exemple qu'on prend et qu'on reprochait à Diderot à l'époque. C'était, oui, d'accord, le Dieu est peut-être bon et tout-puissant, mais que dire du coup des aveugles-nés? Eux qui n'ont pas péché, comment se fait-il que le sort s'abatte sur eux? Eh bien parce que ces aveugles-nés font partie de ce que Leibniz appelle une harmonie préétablie. C'est-à-dire, le monde ne peut pas être autrement que tel qu'il est. Et si on arrive à percevoir, par des voies différentes, philosophiques, spirituelles ou autres, que en réalité, le bien, non pas au sens moral, mais le bien au sens de l'harmonie générale est déjà là, et qu'elle suppose, cette harmonie, effectivement, l'existence momentanée et ponctuelle de souffrance, alors on s'en libère en réalité. C'est-à-dire qu'on se libère du poids justement moral et de l'impression culpabilisante que nous aurions peut-être péché et qu'il faudrait replonger. C'est ça, ce serait le rapport profondément catholique, mais clérical, il faudrait que je creuse dans mes péchés pour comprendre ce qui m'amène dans ce sort, en fait, ce qui m'a fait subir ce sort, et en fait sortir de ce questionnement-là en se disant non, en fait, ma souffrance fait partie d'un équilibre beaucoup plus vaste que moi. Eh bien, c'est à travers le travail du deuil, à travers tout ce qu'il y a en fait de libérateur, d'élévateur, non pas évidemment le choc ou la souffrance elle-même, mais dans le deuil, donc dans le processus de transformation. Et le film, à mon avis, amène à ça sur la fin. Et donc, ce n'est pas un paradis, comme on l'a souvent lu à la fin, c'est pas un espèce d'Éden qui là pour le coup serait vraiment une vision complètement catho et qui me semble être vraiment réductrice comme lecture. C'est beaucoup plus une représentation de l'harmonie, mais aussi vraiment d'âmes qui se rejoignent, peut-être après la mort, mais peut-être dans une autre réalité, comme à la fin dans la saison 6 de Lost, où à la fin, pour celles et ceux qui ont vu Lost, quand les personnages se retrouvent à la toute fin, ça n'est pas dans un paradis, c'est dans un autre espace-temps, où en fait les âmes sont libérées de la prison qu'est le corps, et elles rejoignent l'harmonie. C'est pas la même chose que le paradis, qui serait une espèce d'objectif ou au contraire de figure qui supposerait que la vie dans ce monde-là on peut pas s'y apaiser, et qu'en fait il va falloir littéralement se tenir bien pour un jour espérer le paradis. Non, on voit bien que même les gens qui se tiennent bien subissent, et c'est tout le principe du livre de Job. Job, qui est un homme pieux et que Dieu va tester. Alors, pas Dieu en tant que démiurge, là aussi c'est ma vision gnostique, c'est qu'il y a des souffrances inévitables, et Job va en subir. Et en fait, bien, la capacité de voir au-delà d'elle l'harmonie qui, elle, est absolument intouchable, inviolable et paisible, nous y sommes tous plongés. Voilà. Et c'est de cet amour-là dont Malick parlait. C'est là où je convoque Dostoïevski, c'est que y a un moment où dans le film où Brad Pitt est perdu. Il exprime la façon dont en fait, il ne voit pas cette harmonie, il voit pas ce qu'il y a de glorieux en fait dans la vie. Et il dit lui-même être un être qui déambule, qui est perdu dans ses souffrances et dans ses contradictions. Et la voix off, donc hors de la réalité du film, lui permet de le constater, de dire ah oui, j'ai été aveugle de moi-même, j'ai été aveugle de la beauté du monde. Et bien ça, c'est la façon, je ne me souviens plus exactement de la citation, mais je sais qu'il convoque les arbres, les oiseaux, l'ensemble des éléments de la nature. C'est quasi directement repris des frères Karamazov de Dosto. Et là aussi, c'est une forme d'héritage chrétien, mais qui n'est pas du tout inscrit dans
une espèce de vision complètement, oui, cléricale ou évangéliste. Moi, je crois que Malik est tout sauf un évangéliste. Que la façon dont il joue avec la matière, dont justement il dit, non pas qu'il faille choisir littéralement la voie de la grâce par rapport à la voie de la nature, on est dans la voie de la nature, qu'on le veuille ou non, et on accède par instant à la voie de la grâce, qui nous permet de s'apaiser avec la voie de la nature. Et qu'il y a dans cette vie, dans ce monde, dans ce corps, une harmonie qui se fait entre les deux, malgré nous. Après, nous y accédons ou nous n'y accédons pas, ou par délai, on y accède peut-être plus tard. Bon, et bien précisément, ceux qui, et c'est là, à mon avis, le vecteur du film, c'est ce vers quoi il veut nous amener, c'est que cet amour, mais inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui est désintéressé absolument de la vie, la mort fati, si vous voulez, chez Nietzsche, ou le carpe diem, bon, pas tout à fait la même chose, mais disons, ce lâcher-prise des prisons mentales dans lesquelles on s'enferme, et que l'on croit être le fameux Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, bon, qu'on peut se poser momentanément. Mais quand on les dépasse, ces questions-là, et que quelque part on accède à cet amour de l'harmonie, et des petites choses qui nous rappellent la voie de la grâce, alors on accède à voilà, ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance, c'est-à-dire un genre qui est non intellectuel, qui est au-delà, qui est un amour de Dieu, mais pas un amour d'un Dieu père, ou d'un Dieu... voilà, un amour de Dieu tel que nous en serions tous et toutes une incarnation. Et ça, c'est vraiment le schéma de Spinoza et de Leibniz. Nous sommes tous des incarnations, des portions d'une divinité qui est, chez Spinoza, la nature, alors Deus sive natura, c'est-à-dire la nature au sens vraiment de la substance. Bon, genre, je ne vais pas revenir trop longuement là-dessus, parce que sinon on va se perdre, mais on ne parle pas de la nature au sens où les nazis l'ont entendu, on ne parle pas de la nature au sens où ce serait, comment dirais-je, où ce serait une sorte d'adoration de la souffrance. On n'est pas du tout dans une miséricorde. Non, là, c'est... enfin, pas la miséricorde, mais plus un masochisme, quoi. Non, on est vraiment dans la nature au sens vraiment matériel du terme, et que Dieu sait ça. Que Dieu sait. Il s'exprime à travers tout ça. Et donc, que si nous sommes une partie de Dieu, nous sommes nous-mêmes une partie de l'harmonie, et d'accéder à cette révélation-là, c'est pas une révélation transcendantale. C'est pas une révélation de il y aurait un ailleurs qui serait meilleur, ou il y aurait un Dieu auquel il faudrait que je me résolve. Non, Dieu, il est déjà là, et de façon parfaitement matérielle. Et bon, évidemment, c'est une lecture. C'est une lecture, et c'est la lecture que moi j'ai, et c'est la lecture que j'ai du cinéma de Malik en général. Et cette lecture-là, je la propose. Ça fait 10 minutes que je la propose. Je n'avais jamais vraiment pris le temps de l'exposer, mais je pense qu'à partir d'elle, à partir de ces notions-là, alors là j'étais assez vite, il faudrait revenir plus en détail sur chacune, mais je pense que la façon de vivre le film et la façon de le lire est vraiment détachée du côté très aride que le film peut parfois provoquer. C'est vraiment pas une œuvre empreinte d'une violence. Il y a de la violence, mais il y a de la violence comme il y a de la violence dans la vie, quoi. C'est vraiment pas un film qui cherche à enfermer, comme tu dis, un film qui émancipe et qui amène à cet amour, mais au-delà de voilà, des carcans dans lesquels le démiurge ou les structures cherchent à enfermer l'amour. Non, là, c'est tout l'inverse. C'est vraiment l'amour, même de la souffrance, quoi. Et pour ça, pour illustrer tout ce que tu dis, il y a une scène, c'est la scène quand ils vont en ville, et que justement, ils voient les prisonniers. Et que c'est la première fois que les gamins voient ça, et ils sont terrifiés, et t'as la mère qui essaie de les protéger en cachant leur visage pour pas qu'ils voient avec nous. Et t'as ce gamin, alors je sais pas lequel des trois c'est, mais t'en as un qui te demande, ça peut nous arriver à nous aussi. Enfin, voilà, c'est toute la question de ça, quoi. Non, tu as très bien illustré par rapport à ce passage-là. Celui qui disparaît, je crois que il me semble que c'est lui, je n'ai plus exactement la scène en tête, mais il s'appelle RL. C'est donc le petit frère qui décède à un moment.
un peu plus tard dans l'histoire. Et lui est vraiment profondément ancré dans la voie de la grâce. Voilà. Lui, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est le premier à partir. C'est le fameux la vision des hindous qui disent que tu pars plus tôt parce que en fait on te libère plus tôt. Voilà. Et donc c'est pas du tout c'est pas du tout ni un objectif ni tellement enviable de rester sur Terre éternellement ou le plus longtemps possible. Mais il faut y rester le temps de comprendre, le temps de s'éveiller. Et j'allais dire sur ça que il y a une autre scène entre Jack pardon et donc son petit frère Ar-El, c'est la scène du fusil où Jack tire sur Ar-El et que lui il subit un sévice corporel à ce moment-là, et la façon dont Jack lui teste littéralement avec la violence de son père qui est rentrée en lui, en fait. C'était déjà le début de la violence de son père qui est rentrée en lui. Et la réaction d'Ar-El, c'est de le pardonner. Et là, ça ramène à cette voie de la grâce, c'est-à-dire d'aimer même celui qui a péché, d'aimer même celui qui a péché, non seulement qui a péché, mais qui a péché parfois même contre nous. Et en fait, ça, pour le coup, de croire que le pardon et la force et la puissance d'amour qu'il est capable de libérer soit réductible à une culture catholique me semble être une erreur assez dommageable. Bon, après c'est ma lecture, mais je pense que le pardon, c'est heureusement pas le sujet de l'Église catholique, et que le pardon, en fait, c'est universel, et ça, et c'est un outil, c'est un virage, c'est une voie qui mène à cet état, parce que c'est beaucoup plus qu'une vision. Il n'y a pas quelque chose de là aussi oui, je reviens au transcendantal. On n'est pas sur une vision idéaliste, on est sur une vision vraiment. C'est pas une vision, c'est un état, un être au monde. C'est la façon. On pourrait dire presque anti-manichéen. C'est peut-être pour ça aussi que les gens n'ont pas aimé, en fait. Que la plupart des gens n'ont pas aimé. Là-dessus, justement, moi, je vais encore être embêtant, mais j'avais déjà fait la précision sur le live avec Pam, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà raconté ailleurs. Mais en fait, le terme manichéen, il est assez mal, il est même profondément mal utilisé aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, l'histoire qui a fait ça. Mais c'est que manichéen, le manichéisme, ça vient de Mani, qui est un prophète perse, qui précisément soulignait et en fait défendait l'inverse de ce qu'on a fait du manichéisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le manichéisme, on considère que c'est une forme de dualité où il y aurait le bien d'un côté et le mal de l'autre. Et en fait, le manichéisme au sens historique et au sens spirituel du terme, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, c'est de considérer, et c'était la vision de Mani, qu'il y a dans chaque corps de chaque humain autant de forces ombrageuses que de forces lumineuses, et qu'il y a un combat perpétuel. Et que donc, ce qu'il y a à tirer de chaque être humain, c'est la partie lumineuse. Et qu'en fait, ce combat, il ne s'arrête jamais. Et que quelque part, que ce soit au sein d'un seul corps et d'un seul combat spirituel individuel, je veux dire, tel qu'on le voit dans la Bhagavad Gita, hindoue, avec Arjuna, qui est le soldat qui part à la guerre, mais en fait il part à la guerre contre lui-même. Dans ce combat-là, mais c'est aussi vrai dans les guerres de religion. C'est-à-dire qu'en fait, Mani trouvait que c'était une connerie absolue de faire la guerre entre religieux, dans la mesure où, dans toute religion, même dans les religions les plus sectaires, alors j'avoue, c'est un peu ma vision de gauche, mais j'ai du mal à voir la différence entre une secte et une religion, mais je veux dire, même dans les croyances, disons, établies les plus ronflantes et les plus enfermantes, eh bien il y a malgré tout à la base quelque chose de profondément lumineux, qui peut être trahi, qui peut être complètement oublié, qui peut être
perverti dans des ensembles de règles et dans tout ce que j'aborde en fait de la religion. Mais il y a malgré tout cette lumière à l'origine qui pousse les êtres humains à chercher et à se battre. Bon, et en fait, Mani dit cette lumière, elle est en chaque homme et il faut se battre pour qu'elle ressorte. C'est beaucoup plus nuancé que de dire il y aurait d'un côté les êtres lumineux et de l'autre les êtres ombrageux, quoi. Ça, c'est vraiment la façon dont justement l'héritage catholique a complètement, mais là aussi, oui, trahi et perverti la tradition manichéenne. Parce que, bah oui, les cathos, au sens historique, ils ont plutôt cette vision bien moraliste de il y aurait les saints d'un côté et puis il y aurait les pécheurs de l'autre. Bon, bah non, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus complexe que ça. Et Mani était le premier, enfin peut-être pas le premier, mais enfin, c'est celui qui a le plus clairement illustré ça. Donc justement, je dirais que The Tree of Life est profondément manichéen, et profondément manichéen au sens de cette nuance-là. Bon, je sais que je chipote, mais je pense que c'est un combat perdu d'avance, hein, puisque tout le monde utilisera manichéen. Non, mais t'as raison, c'est là où on peut arrêter de dire merci au cinéma américain qui a détruit tout ça, en fait, hein, parce que c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est ce qu'on dit beaucoup dans les films d'action, les films de super-héros, le bien de mal d'à côté. Enfin, voilà, c'est. voilà. L'intérêt est complètement différent. Oui, là, bien sûr. Et j'aime profondément le cinéma d'action et j'aime profondément le cinéma américain. Mais là, on est sur des grilles d'analyse complètement autres. Là, pour le coup, l'exégèse, elle est assez limitée sur les films d'action. Non, mais c'est super intéressant. C'est là où, encore une fois, le film est tellement plus profond que ça et tellement de spectateurs peuvent se l'approprier comme ils le souhaitent, quoi. C'est ça la force du film, surtout, quoi. Et moi, cette fin aussi, je l'ai compris il y a très récemment, comment il dit au revoir au petit frère. Quand à la fin, ça y est, le père arrive à avoir un beau boulot, parce qu'en fait, on est après la crise, hein, je pense, la crise économique, où il y a toutes les usines qui ferment et que du coup, son usine ferme aussi. À la fin, et qu'il doit du coup partir pour trouver un autre boulot. Et là, ils disent carrément au revoir au premier petit frère qui est mort, en fait. Et là, cette image, quand ils sont là dans la maison, et Jack est dehors, et ils lui font le coup de la main, tu sais, contre la vitre, là. Et là, j'ai compris. Ah ouais, là, c'est comme ça qu'il dit au revoir à son petit frère. C'est une des plus belles images de films que j'ai pu voir dans toute l'histoire, enfin, de tous les films que j'ai pu voir. Et ça me touche que toi, et c'est là où c'est intéressant qu'on ait une vision symétrique, parce que ce que j'ai pas dit jusque-là, c'est que malgré tout le bien que j'en dis de Tree of Life, puisque c'est un immense film, avant de le revoir, à charge de le revoir, c'est encore à l'heure actuelle celui quasiment que j'estime le moins, ou que j'aime le moins de Malick. C'est dire à quel point je vénère les autres. Mais pas de vénération. Mais je veux dire, moi je pense que ce qu'il laisse à la fin par rapport au petit frère, c'est certes le corps. Il laisse le deuil s'accomplir. En revanche, il rejoint, alors là plus au niveau, pour le coup, symbolique, qui est assumé comme étant symbolique dans cette séquence-là, c'est la voie de la grâce que le petit frère porte en lui. Et il y a des plans qui se répondent entre le début du film et la fin, où tu as donc Sean Penn qui traverse le désert. On sait que chez Malick, l'eau en tant qu'élément est vraiment contient la vie, et qu'à chaque fois qu'il invoque l'eau, avec l'arbre aussi. Voilà, c'est un élan vital, hein, si on veut prendre la terminologie de Bergson, et que le désert dans lequel erre Sean Penn, ce serait l'inverse. Ce serait vraiment un espèce de désenchantement total. Et en fait, ce désert-là, au début, il le traverse seul. Il y a un plan sur le petit frère qui est au loin, et Sean Penn n'est pas dans le plan. Et en fait, à la fin, dans ce même désert, Sean Penn le traverse, mais cette fois, il suit son lui plus jeune. On voit le Jack enfant. Et donc, Sean Penn rejoint littéralement son enfant intérieur. Et on revoit le même plan de son petit frère au loin, sauf que cette fois, Jack rentre dans le plan. Et progressivement, il atteint cette voie de la grâce. Alors certes,
c'est un deuil, puisque il le laisse littéralement dans cette espèce d'espace. Mais le plus important, c'est surtout qu'il y a un retour sur Terre. C'est que les tout derniers plans du film, c'est Sean Penn, lui, sur Terre, qui est comme je disais tout à l'heure... Enfin libéré. Il est libéré, quoi. Et puis, moi, je parlais de comment est-ce que moi, les films de Malik, en fait, ont un impact optique sur moi et comment je ressors, en fait, je vois le monde avec, pendant un certain temps, après la médiocrité du monde et son horreur. Moi, ça me fait ça simplement avec le cinéma. Quand je vois 5 films pourris, je suis là, mais j'ai perdu le goût au cinéma ou quoi. Et je mets ce film-là, et ça me rappelle pourquoi j'aime le cinéma. Enfin, voilà, En fait, alors, voilà, ça dépend du cinéma, ça dépend de quel cinéma on parle. L'effet inverse, je l'avais aussi illustré chez Pam, c'était Snyder, c'était le moment où j'avais vu, je ne sais plus, c'était Batman, Superman, ou je ne sais plus quoi, enfin, une horreur de Snyder, et que, en fait, en sortant je ne sais plus si c'était en salle ou chez moi, mais j'avais l'effet inverse, c'est-à-dire que d'un coup, je me dis, en fait, je retrouve la vie, mais parce que je viens d'un espèce de blocos où on m'a matraqué la tête. Et donc, la réalité paraît beaucoup plus belle que le cinéma à ce moment-là. Ce cinéma-là, quoi. Voilà. Alors, c'est l'inverse. Malik, c'est vraiment le réel est tel qu'il est, et il est beau tel qu'il est, mais on va donner comme un boost, c'est comme les champignons là dans Mario, où tu vas le voir un peu mieux pendant un petit temps resserré, et ensuite, quand tu reviens à la normale, le réel est peut-être encore un peu plus beau que la dernière fois. Et plus on voit, évidemment, c'est pas aussi mécanique, mais je veux dire, plus on voit des films, pas seulement de Malik, mais des films qui élèvent le regard à ce titre, et plus le phénomène en fait se répète, et plus on s'aperçoit, et c'est là où je vais rejoindre complètement la vision de François sur Hidden Life, et puis en général sur le cinéma, c'est que le cinéma, s'il arrive à littéralement participer à cette réconciliation avec le réel, et qu'il n'y a rien de plus beau que le réel, même dans sa matérialité la plus crasse, la plus... apparemment... Pas un nouveau monde, La Ligne Rouge, où c'est sur l'atrocité de l'humain avec la guerre et tout. Voilà. C'est évident. C'est évident. Et La Ligne Rouge, c'est même limite didactique. C'est-à-dire qu'il y a un didactisme extraordinaire, hein, je veux dire, ça le dépasse. Mais littéralement, les moments où, voilà, quand on est au milieu du champ de bataille et que Malik, en fait, décide d'arrêter sa caméra sur un papillon ou sur un insecte ou autre, en fait, il filme à la même hauteur ce qu'il y a de plus anodin et de plus beau, et puis ce qu'il y a de plus tragique dans le marasme, en fait, de l'humanité. Et donc, le fait d'égaliser ça, c'est dire, oui, le beau est partout, même dans le laid. Donc, là aussi, c'est manichéen au sens où il réconcilie le beau et le laid, que c'est en fait la même chose, et qu'il y a autant de laideur dans ce qu'on appelle beau, et donc dans une espèce de classicisme froid, par exemple, il y a de beau dans le laid, et dans ce qu'il y a de plus voilà, là aussi, de plus quotidien. Et je crois que le cinéma, entre autres, évidemment, il peut avoir énormément de facettes et de fenêtres, mais s'il peut ouvrir cette fenêtre-là, cette réconciliation d'un rapport esthétique, en fait, avec la vie, pas seulement politique ou spirituel, mais tout en même temps, quoi. Je veux dire, c'est vrai à tout niveau. Bon, moi, je trouve que dans Night of Cups, Malik arrive à magnifier tous ces champs et toutes ces ouvertures-là à un niveau où je me sens encore plus proche des références qu'il convoque et puis de ce qu'il raconte sur le monde contemporain, etc. Mais je crois de plus en plus que Malik, en réalité, il a toujours raconté la même chose. Pas au même moment, il fait évoluer, en fait, les questions et son rapport avec la fois. Beaucoup d'humains, en fait. Mais il y a quand même en commun ce rapport à l'harmonie, ce rapport à presque une forme c'est ce qu'on a dit de Spinoza, une forme de panthéisme ou d'animisme, comme dans les films de Miyazaki, où il y a la vie est partout. Et comme dirait Deleuze, il n'y a que de l'être. Il n'y a que de l'être. Partout, il n'y a que de l'être. Il n'y a pas autre chose.
Le reste, c'est déjà une histoire, c'est déjà quelque chose qu'on vient plaquer sur le réel, c'est déjà quelque chose qui vient nous déraciner, qui vient nous tromper, nous illusionner, de dire il faudrait que ce soit autrement, il faudrait que ce soit mieux. Non, en fait, non, il n'y a pas besoin que ce soit mieux. Il faut accepter que la nature, elle est pas amicale avec nous. Ça, c'est toute l'illusion, justement, comme tu dis. Et que tout est vivant, surtout, parce que je déteste des gens qui font des classifications, tu vois, qui disent ah ouais, non, mais celle-là, on peut manger la bête parce qu'elle n'a pas le cerveau. Mais qu'est-ce que t'en sais, enfin, c'est pas parce qu'elle te parle pas qu'elle n'a pas des émotions non plus, enfin, tu vois, ça, c'est des très grands débats, évidemment, sur le végétarisme ou aujourd'hui sur le véganisme. Il y a des très grands débats, mais tout comme il y aura des débats sur l'euthanasie, tout comme il y aura des débats sur tout un tas de sujets. Mais en fait, ce qu'il y a de commun, au fond, me semble-t-il, et en tout cas, c'est pas seulement que je m'intéresse à cette vision, je ne sais même pas si je l'adopte dans l'absolu, parce que je continue de me questionner, je continue de douter. Mais je peux bien admettre que le système de Spinoza et Leibniz, c'est quand même très proche de ce que je pense être mon rapport au monde. Mais en tout cas, je le vois chez Malik. C'est-à-dire, au-delà des questions qu'on peut se poser et au-delà des disjonctions, justement, qu'est-ce qu'il y a de commun? Et ce qu'il y a de commun, c'est l'être. C'est le fait que cette réconciliation avec l'être, avec la nature, même dans ce qu'elle a de plus terrible, eh bien, c'est pas la même chose qu'une vénération. Voilà. On n'est pas du tout dans un cadre de... en fait, ça, c'est la vision vraiment réductrice du cinéma de Malik, de dire les arbres, ils sont beaux, non, mais ça, c'est du niveau zéro. Parce que même le père, c'est ça. Il le dit lui-même qu'il s'est vraiment planté, qu'il s'est perdu en chemin. Et, en fait, quand il a amené toute cette violence-là, c'est parce que c'est ça. Il croyait que c'était pour le bien de ses enfants aussi. Et il s'aperçoit qu'à un moment où il va changer de vie, ça va l'ouvrir sûrement à autre chose. Et il espère de ça, en fait. Il demande au contraire la rédemption, peut-être. C'est peut-être ce qu'il demande. Voilà. Oui, parce qu'il croit avoir péché. Et en fait, croyant qu'il a péché, il croit que les autres pêchent aussi, et en fait, on recontinue les espèces de perpétuelles ruptures, de dissociation et de conflits entre les hommes. Et quelque part, Brad Pitt dans le film, le père, est comme l'espèce de mauvaise conscience qui empèse le regard que l'humain peut porter sur le monde, et qui serait, et là je vais être un peu taquin, mais qui serait peut-être finalement les mauvais spectateurs de Malik, ceux qui ne... Carrément, je n'avais pas pensé, mais je suis assez d'accord. Là, je suis taquin parce que moi, je peux vraiment entendre des lectures complètement différentes, et je pense que, évidemment, si le film est clivant, c'est aussi parce que tu peux avoir, pour tout un tas d'excellentes raisons, bien une vision complètement inverse à celle que j'ai sur Tree of Life, sur Malik en général. Voilà. Et moi, j'impose rien à personne. Je veux dire, là, les grilles que je propose, je les propose. Je pense que c'est une façon plus fine et plus philosophique, plus nuancée de lire Malik. Et je pense que Malik lui-même, alors lui, il n'est pas tout à fait chez ces philosophes-là. C'est là aussi où mon analyse a une limite. Je ne suis pas profondément persuadé que Malik soit spinoziste ou leibnizien. Je pense qu'il ne s'est pas intéressé à Kierkegaard ou à Heidegger pour rien. C'est qu'il y a d'autres voies. Mais il y a de commun entre ces philosophies-là et puis les références spirituelles desquelles il s'inspire. Je veux dire, qu'elles soient extrêmes orientales dans Night of Cups ou qu'elles soient profondément occidentales dans Tree of Life et dans les précédentes, dans le Nouveau Monde, il y a des questions communes, il y a des thèmes communs, et il y a des observations et des comment dirais-je, des suspensions communes. Il y a tellement d'éléments dans Night of Cups qu'on peut reprendre tels quels, des citations, enfin je veux dire des moments suspendus où c'est des cris. Deleuze, il parle de cri, il y a un cri qui pousse à la création. Bon, après, je crois que le cinéma, c'est aussi là pour confronter des contraires. C'est aussi là pour aller voir ce qui dérange. Moi, si j'ai eu autant de mal avec Tree of Life, pas la toute première fois, mais la toute première fois, je le vois de façon purement esthétique, et j'ai à ce moment-là 15 ans.
parce que je suis né en 96, donc 2011, j'avais 15 ans. Et en fait, à 15 ans, moi, je suis complètement fan de 2001 l'Odyssée de l'espace. Et donc, je vois un film qui me paraît être une espèce de renouveau esthétique. Bon, mais je n'analyse rien du tout. J'ai aucun des outils que j'ai aujourd'hui. Je crois que Malik assume le côté 2001 l'Odyssée de l'espace. Hein. Il me semble que c'est lui-même aussi qui dit que c'est un hommage en fait à Kubrick pour 2001 l'Odyssée de l'espace. Hein. Il me semble que j'avais lu ça. Donc, intéressant. Ouais. Pour moi, il y a quand même un écart fondamental, pas de qualité, mais alors vraiment, par contre, Kubrick et Malik sont pas du tout dans le même système. Pour moi, ils n'ont pas du tout la même vision du monde. J'adore les deux, hein, j'adore leur cinéma. Mais alors, c'est ça qui est passionnant, justement. C'est ça qui est passionnant. C'est ça, c'est ce que je disais dans le rapport au contraire, c'est que au contraire, je veux dire, les contraires entre eux sont en rapport au sein de l'art. C'est que c'est précisément parce qu'il ne faut pas plaquer, à mon avis, de cadre moral sur une œuvre d'art que, en fait, on peut apprécier, même politiquement ou même éthiquement, des œuvres qui présentent une vision parfaitement opposée à la nôtre ou qui vont nous procurer un plaisir. Et ça, je veux dire, si on se sent coupable de ressentir un plaisir, c'est ce que je disais sur Scorsese un peu plus tôt, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Et je crois que d'aller chercher du plaisir ou d'aller chercher, même pas d'aller chercher, ou d'être malgré nous confronté à quelque chose qui nous élève ou qui nous chamboule, qui nous trouble, eh bien, notre corps parle à notre place, quoi. Et on peut avoir tous les réseaux d'analyse qu'on veut, même les miennes. Tout à l'heure, quand j'étale toutes ces références philosophiques, c'est mignon, mais malgré tout, ce qu'il y a dans le corps, et c'est pour ça que je reparle de cette compréhension que tu as eue, toi, la compréhension physique, eh ben, elle dépasse toutes mes grilles d'analyse. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes plus petits que ce qu'il y a dans la métaphysique. Et c'est absolument passionnant. Alors là, après, c'est des grands éternels débats philosophiques. En fait, et Malik les illustre parfaitement, mais à partir de Kant, dont je parlais au début, comment est-ce que l'humanisme moderne est à la fois une énorme émancipation pour tout un tas de classes sociales, et d'un point de vue purement matérialiste, évidemment que la révolution des Lumières et la révolution française qui en découle, qui en est la traduction politique, même d'un point de vue bourgeois, c'est évidemment une avancée dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est absolument indéniable. Mais c'est pas une avancée ultime. La révolution, elle n'a pas terminé. Et il y aura pour reprendre Deleuze, des devenirs révolutionnaires éternels. Et que l'art, en fait, est une espèce de vecteur, de rappel anamnésique, pour reprendre Platon, anamnèse, donc l'inverse de l'amnésie. C'est ce souvenir de là d'où nous venons, de là d'où nous sommes. Et ça, c'est un cycle qui ne cesse de se répéter. Et si après autant de milliers, de millions d'années de l'existence de l'être humain, nous n'avons toujours pas trouvé le bon système politique, la bonne philosophie, la bonne spiritualité, c'est qu'elles n'existent pas, en fait. C'est que ça n'a aucun sens d'essayer de réduire le réel ou de réduire ce que c'est que la vie ou l'être, alors que c'est qu'on le veuille ou non, notre ego ne peut pas. Ouais. Et dans le titre, c'est pour ça qu'il y a le mot fixe, parce que c'est pas aussi à seulement comment toi tu as vécu et comment par rapport à ta vie, du coup, tu vois le monde. Et c'est pour ça que ce film-là, en fait, tu peux te l'approprier comme tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et que l'arbre de vie, en ce sens-là, il est surtout autant de racines que d'embranchements. Et que quelque part, ça, c'est limite une vision alchimiste. On parlait de Cuarón tout à l'heure. Moi, je pense que Cuarón est un grand cinéaste alchimiste. Les Fils de l'homme, par exemple. De l'homme, ça pourrait être le miroir de la ligne rouge de Terrence Malick. C'est dans un contexte. Oui. Mais je pense qu'entre Cuarón et Malick, il y aurait des points à tisser, c'est évident. Mais même entre Roma et puis, je ne sais pas quel Malick, mais ça me paraît assez clair. Mais on ne va pas rentrer dans une analyse maintenant, mais je veux dire,
dans l'alchimie au sens de Fulcanelli, qui disait que ce qui est ici en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et qu'en fait il y a un réseau de forces. Bon, là on est au-delà du rationnel, on est au-delà de la philosophie. Ça sort des grilles d'analyse classiques, mais ça fait vibrer quelque chose de marginal. Et moi, je crois que l'art, il est aussi là pour ça. Il est aussi là pour faire vibrer ces marginalités vers lesquelles on a peur peut-être d'aller, parce qu'il y aurait quand même quelque chose qui viendrait bousculer et troubler tous nos systèmes parfaitement bien établis dans nos êtres. Bon, et en fait, oui, moi, Tree of Life, j'ai bataillé contre ce film. Jamais contre Night of Cups, jamais contre Song to Song, jamais contre Les Moissons du Ciel. Tout ça, c'est des films que je trouve absolument parfaits, et qui de la première vision jusqu'à aujourd'hui, sur toutes ces années, je les ai jamais... j'en ai jamais perdu, en fait, je sais pas, l'incandescence de ces films-là continue d'opérer sur moi. Alors que Tree of Life, oui, j'ai bataillé parce que il allait vers des convocations symboliques, vers des esthétiques qui me paraissent aller à l'encontre de mon nietzschéisme ou mon spinozisme. Et pourtant, des ponts peuvent être tracés. Voilà. Et Hidden Life, c'est pareil. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais je veux dire, il y a le même effet, c'est-à-dire que c'est un film, donc Une vie cachée, le dernier Malik. Toi qui travailles sur la période nazie en ce moment, c'est complètement aligné. Et il revient à une forme de narration proche de celle de Tree of Life. Proche au sens où il a eu tout cet écart là pendant la trilogie entre À la merveille et Song to Song, où clairement en 3 films il a éclater toutes les structures narratives, et ça je peux comprendre que ce soit difficile de s'y insérer, et qu'il faille pas mal revoir les films, s'y acclimater, etc. Autant sur Une vie cachée, on revient, et c'était ça ma crainte, c'était de dire c'est dommage qu'ils reviennent vers une forme narrative, parce que justement c'est ce que j'aime chez Malik, c'est le côté complètement éclaté, et en fait c'est fabuleux parce que il arrive à fusionner quelque part à la fois sa forme narrative entre La ligne rouge et Tree of Life, et puis sa forme expérimentale entre La merveille et Song to Song. Et là où j'ai un rapport similaire avec Une vie cachée, comme celui que j'avais avec Tree of Life au début, c'est que c'est un film qui me rend très 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 humble, et qui quelque part, la première fois que je l'ai vu, et je l'ai vu qu'une fois pour l'instant, m'a écrasé. Mais écrasé, c'est-à-dire vraiment, je me disais, mais c'était une période particulière de ma vie. Aujourd'hui, je le reverrai avec un autre œil, mais me paraissait me rapetisser. Enfin, je veux dire, je me sentais tellement petit par rapport à l'immensité d'humanité qu'il y avait dans ce personnage-là. Il y a vraiment un désintéressement. C'est vraiment, il est absolument détaché de toute forme d'instinct, pas d'instinct de survie, mais disons que il préfère suivre sa voie, mais sa voie au sens de non, je ne rejoindrai pas, et sous aucune condition, la structure dans laquelle vous voulez que je m'intègre, quitte à... C'est là vraiment, d'un coup, le village devient contre lui, enfin... À tout. C'est-à-dire que c'est une oppression de plus en plus grande, et en fait... je refuse, quitte à en perdre jusqu'à mon corps lui-même, quoi. Et ça, c'est peut-être l'acte militant, ou l'acte spirituel, ou l'acte émancipateur ou révolutionnaire absolu, quoi. C'est-à-dire, j'incarne jusqu'au bout de ma propre vie, et ce qui m'a complètement terminé, c'est quand sa femme le rejoint à la fin, et qu'en fait elle acquiesce ce mouvement-là. Alors là, elle qui pourrait tenter de lui dire non, reste, non, elle le retient pas, elle l'aime au-delà de ça. Là aussi, on retrouve l'amour que j'essayais un peu maladroitement d'illustrer tout à l'heure, c'est dire l'amour au-delà des conditions. Aucune condition. L'amour est au-delà de tout. Ça rejoint un peu le cinéma de Scorsese, où la femme n'est pas très bien vue, enfin, au départ, elle est un peu comme un étouffement, et en fait, c'est en se soumettant que finalement,
c'est à partir de là que finalement, c'est l'homme, ça y est, qui prend le dessus sur ça. Tu peux ressentir un peu de ça dans The Tree of Staff, un petit peu. Tu vois un peu la mère soumise par rapport au côté autoritaire, tu vois, du père, etc. Parce que ça atteint aussi la mère, hein, tu vois, c'est pas que les enfants, ça atteint aussi la mère. Oui. Bah, j'aurais pas une. Alors, je dis pas que c'est ce que tu adoptes, mais si je reprends vraiment l'argument à la lettre, il y a c'est une vision assez essentialiste de la femme comme une espèce d'objet qui serait une contrainte par rapport à l'élan vital de l'homme. Moi, je crois qu'il faut penser de façon plus structurelle et qu'en fait, s'il y a sans doute, indéniablement, des points de détail misogyniques dans le cinéma de Scorsese. Je ne pense pas que Scorsese soit misogyne en soi, ou que son cinéma soit misogyne. Par contre, qu'il présente, et alors là c'est absolument évident, les structures patriarcales comme étant des structures d'enfermement à la fois des femmes, mais aussi des hommes, puisqu'ils s'y perdent, ça c'est assez clair. Et je pense que Malick, pour le coup, même s'il a évidemment, il fait évidemment le même constat sur la structure patriarcale, et en particulier dans Tree of Life, là aussi ne l'essentialise pas. Je pense qu'au contraire, Jessica Chastain est très clairement le personnage le plus lumineux et le plus gorgé de... Pour les enfants, elle est vraiment un espoir. Et même elle-même face à... J'adore ce passage-là quand le père s'en va et que ça y est, les gamins sont joyeux de pouvoir faire toutes les bêtises qu'ils peuvent. Notamment, on mettait la mère, enfin, c'est le premier truc qu'ils font, quoi. C'est tous les trucs qu'ils ne peuvent pas lui faire parce que le père est là. C'est d'en mettre la mère avec les animaux et tout. Enfin, oui, tout à fait. En fait, elle qui ne renvoie jamais la moindre... là aussi, la moindre autorité, mais au sens où elle ne va jamais recréer en fait toutes les structures du père, à tel point que Jack, en tant qu'enfant, va finir par le lui reprocher. Cette faiblesse, parce que lui-même commence à être intoxiqué par l'enfermement patriarcal que son père lui inflige en permanence. Et c'est en ça que le film peut absolument pas, à mon avis, être lu comme justement comme misogyne. Ce serait une contre-lecture. Non, le personnage de Chastain est précisément celui qui porte peut-être plus encore que le petit frère la voie de la grâce. Donc et le père serait la voix de la nature, mais alors au sens vraiment le plus profond. Bon, et limite, tu vois, ce serait on pourrait presque dire que comment dirais-je, le surlignage de cette opposition pourrait être une limite du film. Dire oui, donc le père serait essentiellement le mauvais et la mère serait la bonne mère. Bon, je pense que c'est une lecture un peu courte, c'est un peu une courte vue de dire ça. Mais par contre, bon, c'est indéniable que voilà, il est beaucoup plus, enfin, indéniable à mon sens, mais qu'il est beaucoup plus subtil dans le Nouveau Monde ou dans Night of Cups, Mais là aussi, moi, j'aimerais bien que d'ici peut-être 1 an ou 2, on en reparle de Malick, que toi, tu aies eu le temps de revoir d'autres films, de réexplorer, parce que je pense que peut-être tu as du mal avec Malick en général, avec son œuvre en général, et que dire, je l'entends. Mais je crois que Tree of Life, évidemment, est une fracture, parce qu'il a aussi, on l'a dit plusieurs fois au niveau formel, mais aussi au niveau de ce qu'il raconte, parce que quelque part, que ce soit Badlands, Les Moissons du Ciel, La Nuit Rouge ou Le Nouveau Monde, n'avaient jamais clairement établi la fracture entre Voix de la Nature et Voix de la Grâce, et en fait le mélange opéré de lui-même, et en fait la transformation formelle et aussi comment dirais-je, la nuance, il me semble, la subtilité en fait qu'il y a à partir de À la merveille jusqu'à Une vie cachée, qui me semble être des films plus subtils finalement que les premiers, vient du fait que Malick a assumé cette opposition et le trouble qu'il a de bascule, et comment Tree of Life, si on analyse son œuvre sur cette ligne-là, il y a d'autres façons de lire son œuvre. À ce moment-là, on pourrait dire que d'autres films sont les films de bascule, mais enfin vraiment sur cette opposition, c'est clairement Tree of Life qui
qui coupe son œuvre en deux. Et si tu as été touché par Tree of Life, je pense que même si tu n'es pas les autres de la même manière, ça peut être intéressant de creuser et de lire. Mais après, par contre, bah oui, la vie qui fait que l'expérience que tu as de Tata, ça tu peux pas le générer toi-même. Ça, c'est la vie qui est à ta place. C'est ça. Peut-être rappeler, mais peut-être que tu ne le savais pas, aussi ces passages-là, ce film-là, c'est l'enfance de Terrence Malick et qu'il est retourné justement exprès au Texas pour filmer justement tout le quartier de son enfance. Donc c'est lui-même en plus le retour à ses souvenirs. Et c'est pour ça aussi qu'on peut se perdre des fois dans les souvenirs, parce que c'est vrai, quand on raconte des souvenirs, ils ne sont jamais dans l'ordre. Donc il y a des fois, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a des fois où on les voit tous les trois, il y a des fois où on les voit que tous les deux. Enfin, tu vois des fois un des personnages qui n'est plus là. Et en fait, c'est parce qu'il y a des fois, ça se passe avant la mort, il y a des fois, ça se passe après. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'aussi on se perd, c'est parce que c'est vraiment, en fait, par rapport aux souvenirs que Jack raconte quand il est adulte et qu'il se rappelle lui aussi. Et apparemment, il a tourné vraiment chez lui, au Texas, où il est né, tout ça. Donc, aussi ce côté de la violence, de l'être humain, donc quand il va en centre-ville et qu'on voit aussi ces prisonniers se faire attraper par la police et tout ça. Donc ça, on le sait que le Texas, c'est un pays très violent, quoi. Et du coup, je trouve que ça aussi, il le démontre très bien. Enfin, c'est très bien. Alors, des fois, c'est limite un peu caricatural par rapport à la façon de filmer, tu sais, la position des caméras et tout. Mais je pense pas. Je pense que si on le voit en vrai, je pense que malheureusement, ça fait vraiment partie de la réalité de la vie de Texas. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et puis, en plus, il a... Night of Cups se situe en Californie, mais Song to Song est à Austin, au Texas, et puis Tree of Life aussi. Enfin, pas à Austin, mais au Texas en général. Je ne sais d'ailleurs pas exactement où c'est dans Tree of Life, mais oui, bah, il y a ce rapport effectivement biographique qui est clair. Et effectivement, c'est un bon trait d'analyse de dire qu'on ne se souvient jamais exactement forcément des souvenirs aussi lointains que ceux de l'enfance. Et donc, retranscrire formellement ce vacillement, c'est plutôt juste. Et puis, voilà, oui, le point biographique qui est commun entre Tree of Life et Night of Cups, c'est évidemment la mort du petit frère, puisque il me semble, j'étais en train de vérifier, j'ai pas retrouvé l'info, mais il me semble que Malick a perdu aussi un frère, et que voilà, dans Night of Cups, l'histoire se répète aussi. Ouais. Et, oui, bien sûr. Non, mais c'est pas qu'on n'en fait jamais le deuil, et quelque part, c'est tant mieux parce qu'on les oublierait en fait. Enfin, tu vois, moi aujourd'hui, je me dis ça, tu vois, si on en fait vraiment le deuil, je pense qu'on les oublierait finalement. Enfin, tu vois, moi, ça m'a amené à cette réflexion-là. Je comprends. Moi, je pense que le deuil, on peut l'accomplir sans oublier la personne. Le deuil, pour moi, c'est vraiment la consommation et la transformation de la souffrance. Mais l'oubli, pour moi, ce serait vraiment carrément un lavage, quoi. Enfin, c'est comme si le deuil, lavage de cerveau. En fait, je crois que le lavage de cerveau, il a lieu quand en fait on en reste à l'état de choc ou de colère ou d'incompréhension et que le deuil ne s'accomplit pas. Mais moi, ma croyance, c'est que le deuil, il s'accomplit toujours, même jusqu'après la mort, quoi. C'est-à-dire que le deuil, il est toujours en cours. Alors des fois, il s'interrompt ou il s'achève dès cette vie, et puis des fois, il nous poursuit jusqu'à notre propre disparition, quoi. Mais de là à oublier, je sais pas. Ça, j'avoue que... Après, on a tous un rapport à la mort et au deuil très, 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 très subtil. Hein. Ça, c'est... Ben voilà, moi j'ai fait le tour du film. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, là, comme ça, il n'y a rien qui me vienne en tête particulièrement. Sinon, voilà, que... c'est un film qui me semble être à l'image de tous les autres Malick, un film d'appel, un film où voilà, ça ne finit pas sur Sean Penn pour rien. C'est-à-dire que la déambulation qui est la sienne ressemble pas mal à celle forcément à celle de Christian Bale dans Night of Cups, mais dans la dernière partie du film, ou dans la partie Liberté, le dernier chapitre, où quelque part il a ces deux personnages, mais c'est le même personnage en fait, hein, je veux dire. Le Jack de Tree of Life et le Rick de Night of Cups, eh bien, sont comme imprégnés de tout le voyage spirituel qui est proposé dans le film. Et
et tout le parcours profondément émancipateur. Et que je crois que Malik est beaucoup plus un cinéaste qui émancipe et qui justement nous décale des problématiques de culpabilisation ou de mauvaise conscience face à un Dieu père ou un père Dieu, qui est toujours la même vision un peu réductrice et caricaturale, je pense, de son cinéma. Et alors voilà, on a essayé de l'expliciter. Je ne sais pas si c'était suffisamment clair, si c'était suffisamment exhaustif. Voilà, moi je peux qu'inviter à revoir les films avec ces quelques éléments en tête et à se demander finalement si Malik n'a pas travaillé toutes ces influences extérieures pour rien. Enfin justement, voilà, je pense qu'il y a quand même un lien direct entre son cinéma et tout le travail qu'il a fait d'études autour. Et je reconnais encore une fois le coup de force un peu dialectique d'avoir invoqué mes philosophes à moi pour illustrer ce qui est dans le film. Mais je pense que c'est une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, en tout cas à mes yeux. Voilà. Après, que Malik soit d'accord ou pas, quelque part, ça le regarde lui. Mais je pense que malheureusement, Malik fera partie de ces réalisateurs comme Kubrick, qu'on aimera seulement après sa mort parce qu'on prendra plus de temps de réaliser ses films. Là, malheureusement, il y a des réalisateurs vivants qui sont jamais aimés de leur vivant, justement, et seulement après parce qu'on aura pris assez de recul pour comprendre leur cinéma. Ça, j'ai peur qu'ils fassent partie de ces cinéastes-là. En fait, ouais, c'est intéressant parce que il y a quelques cinéastes importants aux États-Unis aujourd'hui. Je ne vais même pas parler de cinéma international, mais au moins aux États-Unis. Et Malik, pour moi, évidemment, en fait partie. Et le traitement qui est fait à Malik, effectivement, me semble assez injuste, c'est-à-dire de reconnaître la beauté plastique. Là, c'est un peu difficile à nier de Days of Heaven ou de Rouge ou Tree of Life, mais voilà, oui, c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer, ça prend du temps, faut travailler un peu le sujet, mais en quoi son cinéma est beaucoup plus riche que simplement un étalage de photos empreintes d'un évangélisme un peu New Age. C'est beaucoup plus fin que ça, à mon sens, mais quelque part, oui, il y a des cinéastes qui ne sont pas reconnus tout de suite. Il y a des cinéastes aussi qui sont reconnus, mais sur lesquels, à mon avis, on ne travaille pas correctement. Je pense à Paul Thomas Anderson ou à David Fincher. Je pense que c'est des cinéastes qui sont reconnus, mais dont, en fait... J'ajouterais Damien Chazelle aussi, qui divise pas mal et qu'on manque de temps. Mais alors, pour le coup, Chazelle, en fait, il me touche beaucoup en tant que personne, je veux dire, par rapport à ce qu'il essaye de faire. Moi, je le crois pas aussi prétentieux ou négligeable que ça. En revanche, je pense que son cinéma a une portée quand même plus faible que celui de Malik ou celui de Scorsese. Après, il est jeune, il a le temps d'évoluer. Ah oui, il a le temps d'évoluer. Attends, il est jeune. Mais par contre, pour avoir revu Boogie Nights il n'y a pas longtemps, et puis j'avais des amis qui regardaient Magnolia et je l'entendais en fond. Je me disais quand même que Thomas Anderson, il a atteint des sommets tout de suite, quoi. Alors que Chazelle, c'est pas encore le cas. Enfin, je trouve. Mais non, je pense à Wes Anderson aussi. Je pense à qui sais-je, de cette génération-là à peu près. Enfin, bien sûr, les frères Cohen, Tarantino. Bon. Mais voilà, je pense que les Tarantino, c'est bon. Voilà, je pense que lui, on a suffisamment creusé, analysé. Il était parfaitement avec les désirs de cinéphilie qui étaient ceux des 30 dernières années. Je pense que les Cohen, c'est déjà un peu plus parallèle, même si bon, ils sont quand même très identifiés et on les a travaillés. Mais alors Malik et PTA, c'est encore un autre niveau, tu vois. C'est-à-dire que PTA, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un cinéaste important, ou beaucoup sont d'accord pour dire que c'est génial. Mais de décrire à quel degré et sur quel point exactement il est si important, je pense que ça n'a pas été fait. Et ça pousse aussi certains à être complètement hermétiques à son cinéma. Malik, moi je pense que c'est un peu la même chose, à la différence que Malik, il reçoit quand même plus de critiques, enfin critiques au sens vraiment accablante que PTA.
sous prétexte qu'il serait, comme Spielberg d'ailleurs, hein, trop candide ou qu'il serait naïf. Voilà, moi je pense que Spielberg est l'inverse d'un naïf et Malick aussi. La différence, c'est que Spielberg, c'est vraiment l'enfant en lui qui s'exprime. Et donc, c'est quelque chose qui est profondément désarmant, comme Shyamalan d'ailleurs. Il y a beaucoup de liens entre Malick et Shyamalan d'ailleurs. Mais que Malick, lui, non. Lui, pour le coup, il considère profondément l'enfant intérieur, mais il ne parle plus depuis lui. Je pense qu'il parle vraiment en tant qu'adulte et en tant que père, en tant que voilà, enfin tout ce que tu veux comme recul qu'on peut gagner et qu'on peut constituer avec le temps. Mais pour autant qu'il a jamais perdu cette force en fait fondamentale qu'il y a dans le regard de l'enfant qui est justement qui n'est pas encore entaché et entouré de tout le reste. Bon. Après, c'est des visions qu'on peut juger simplistes. Moi, j'entends parfaitement, mais je crois que oui, ça, c'est des cinéastes qu'on continuera d'étudier. Je ne sais pas s'ils seront. Ça, c'est une grande question. Après, c'est une autre question historique, mais je ne sais pas s'ils seront un jour aussi reconnus et aussi immédiatement identifiés que tous ceux d'avant le nouvel Hollywood, c'est-à-dire les John Ford, les Hitchcock, les Chaplin, j'en sais rien, moi, enfin, tous les grands cinéastes, les Wells, tout ça, sur lesquels, au niveau américain en tout cas, tout le monde s'accorde. Voilà, c'est des canons. Je ne sais pas quels seraient les cinéastes américains qui auraient droit à ça après Coppola, quoi. C'est toujours ma grande théorie que l'histoire du cinéma s'arrête à Apocalypse Now. On est tous d'accord jusque-là et qu'après c'est le bordel depuis 40 ans. Voilà, moi j'ai tout dit, voilà, sur mon ressenti, aussi mon rapport au cinéma. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Voilà. Ah non, moi c'est bon aussi. Et je suis content que tu aies pris ce temps-là et je suis content que tu m'aies donné l'occasion de réétaler encore beaucoup trop de mots sur Malick. J'adore discuter, donc il n'y a pas de souci. Donc, voilà. C'est gentil. Merci beaucoup d'être dit et j'espère qu'on se retrouvera aussi pour une autre vidéo, pour un autre film. Voilà. En tout cas, tu seras toujours là, le bienvenu, hein, comme tous les copains qui viennent ici, de toute façon. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses bien, mine de rien, ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand on arrive à se créer sa petite famille pour parler de cinéma et tout. Voilà, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas nier non plus, quoi. Donc, franchement, tu seras toujours le bienvenu. Et j'espère, du coup, à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Salut. À bientôt.